Bon, eh bien on est lancé, donc ça fait plaisir. 3, 2, 1, regarde, clac, comment on fait? Comme ça, on est parti. Bon, Louis Saillant aujourd'hui, donc salut Louis, bonjour, bienvenue sur le podcast. C'est quelqu'un de connu, hein, presque maintenant dans le milieu là. Ouais, je sais pas si connu, on peut dire connu, mais ouais, on va dire que il y a quelques émissions qui m'ont un peu aidé effectivement Hmm. à mettre en avant certains trucs que je racontais effectivement. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, quand j'ai fait mes petites recherches pour faire ce podcast, j'ai vu que tu étais passé dans pas mal d'émissions. Alors, il y a le Livre Noir, je crois, sur YouTube qui rassemble pas mal Ouais, il y une a audience assez QG, importante. Ouais, exact. il y a pas mal d'émissions de télé aussi que j'ai fait. Euh, ça commence Comme aujourd'hui, je notre pense. ami Alex French SAS qui était passé aussi dans. Ouais, exact, exact. Et non, il y a pas T'as eu mal de l'occasion de trucs. travailler avec lui? Pas dans le cadre de l'armée, non. D'accord. Ailleurs. Enfin, on travaille. Non, 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 non. Enfin, on se côtoie. Enfin, on se connaît. On commence à bien se connaître là, donc on se voit régulièrement. Euh, Hmm. mais non, non, on n'a jamais bossé ensemble dans l'armée. Bon. Alex, avec qui j'avais vraiment partagé un super moment quand j'avais enregistré l'épisode avec lui. Peut-être que tu as pu le voir passer sur YouTube parce que c'est un de ceux qui a été Ouais, j'ai vu. qui est J'ai vu parmi le que. plus vu sur la vidéo. Ouais, 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 très sympa. Le gars Et est très non, sympa. je Enfin, m'étais moi, régalé. j'apprécie beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai il est beaucoup apprécié. On lui passe un petit coucou s'il écoute. Donc, ouais, t'as écrit un bouquin aussi qui date de quoi? Il y a 1 an ou 2? Il y a un an là. 1 an, Chef de guerre. Ouais, c'est ça, aux éditions Mareuil. Ouais. Ouais, c'était un peu une Alors, bon, aventure. Mais ouais. ben, j'imagine, bon, on pourra peut-être y revenir. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, enfin ni le temps surtout de le feuilleter, mais je me le suis mis dans mes notes, dans ma liste de lecture Ouais. qui est interminable pour dire que c'est des choses qui m'intéressent toujours. Et puis à chaque fois que j'ai des invités qui sortent des bouquins ou qui ont sorti des bouquins, je suis toujours intéressé de voir. Alors pas tout, je peux pas tout lire, je peux pas tout regarder, mais c'est toujours cool quoi. Bon, je vais te laisser te présenter un tout petit peu pour ceux qui découvrent aujourd'hui. Qui Ouais. es-tu? Ouais, écoute, moi, je suis ancien militaire. Enfin, j'ai quitté il y a un peu moins d'un an là, l'institution. Donc, je suis entré à 20 ans dans l'armée. J'ai un cursus un petit peu particulier. Puisque je suis entré dans l'armée de l'air initialement, où Hmm. j'étais recruté comme pilote. Et j'ai fait 3 ans de formation avant de quitter et de basculer pour rentrer chez les commandos marines, où là j'ai traîné mes guêtres pendant une dizaine d'années. Et donc dans le bouquin, je raconte un petit peu voilà les missions qui m'ont le plus marqué et les moments qui m'ont le plus marqué dans cette petite période de vie. Et c'est marrant parce que on a l'impression qu'il y en a certains qui sortent un petit peu du lot comme ça, alors qui écrivent un bouquin, qui passent à la télé, qui passent, tu sais, qui appartiennent aux forces spéciales ou aux commandos. Euh, on se demande toujours, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pendant leur mission et c'est ce qui font qu'ils sont sortis un peu médiatiquement et ensuite ils ont écrit quelque chose, ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ont écrit quelque chose qu'ils ont révélé un petit peu les coulisses du métier euh, des unités d'élite, tu vois, qui sont devenus des figures médiatiques, tu vois. Dans quel ordre ça s'est passé pour toi? Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que je pense qu'il y a un phénomène de fascination. Enfin, voilà, Ouais. ces unités-là, c'est sûr que dès qu'on parle de certains trucs, les gens accrochent tout de suite. On parle des DGSE, du GIGN, des commandos marines, enfin, toutes ces unités font un peu rêver. Je pense parce que d'une part, ces unités prestigieuses, et d'autre part, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi. Et Oh bah c'est ça. normal aussi, hein, voilà. Donc, je pense que c'est un espèce de double phénomène. Après, moi, c'est une démarche qui est un peu particulière que de raconter mes aventures. C'est particulier parce que c'est pas dans la tradition enfin, c'est plus dans la tradition de la boutique d'où je viens. Je dis bien plus parce que ça l'a été. Ça a été une tradition militaire que de raconter un peu ses guerres, de raconter ses aventures. Les récits, ouais. Ouais, et en fait, on a perdu ça. On a perdu ça, et aujourd'hui, c'est très difficile de sortir des récits où il y a un peu d'authenticité, que ce soit pas des récits galvaudés, justement euh, avec un peu d'authenticité, clairement. Enfin, moi, c'est comme ça Hmm. que je le Et vois. comment t'expliques Et ça? bon, il y a différentes raisons qui Que ce font soit que plus dur. c'est comme ça, mais en tout cas, voilà,
le constat est là, c'est qu'on après je constate aussi qu'il y a quand même enfin je suis pas le premier, hein, clairement, il y en a eu plein d'autres avant moi, et donc je m'inscris un petit peu dans une queue de comète de gens qui ont commencé comme Marius par exemple, qui avait sorti son livre, le fameux instructeur commando, ou d'autres. Donc je continue un petit peu voilà à contribuer à ce mouvement de communication et de transmission qui je pense est très important. Pourquoi selon toi, il n'y a plus de récits authentiques comme ça aujourd'hui? C'était ça. Alors, c'est pas qu'il y en a plus, mais il y en a moins, on va dire, qu'avant. Il y en a moins parce que, alors, je pense qu'il y a encore des gens qui écrivent, mais c'est souvent des officiers supérieurs qui font de la théorie, quoi. Enfin, c'est de la théorie de la théorie. Donc c'est très, voilà, c'est très cérébral. Moi, je voulais un récit qui soit plus de l'ordre de l'aventure humaine, l'aventure personnelle. Et ça, il y en a moins, je pense, parce que aussi il y a une inquiétude de la part des armées sur la communication qu'on peut avoir, le rendu que ça peut avoir auprès des gens, et puis la sécurité opérationnelle. Je pense qu'ils sont très stressés par rapport à ça. Ce qui s'entend, hein, enfin, je critique pas, mais je constate. Et que du coup, ce phénomène-là inhibe un petit peu les gens à écrire. J'ai eu le cas récemment d'un caporal d'un régiment des troupes de montagne qui m'a écrit en me disant, voilà, j'ai fait un récit d'une mission que j'ai faite récemment. Et il me l'a envoyé, il m'a envoyé le manuscrit qui était, moi je trouvais très bien, très intéressant, parce que c'était son vécu, c'était voilà ce qu'il avait vécu. Il est parti en Guyane, faire la chasse aux orpailleurs, enfin voilà, donc c'était hyper intéressant. Sauf que ses chefs lui ont dit non, il faut que ce soit relu par les chefs, on va voir, etc. Si on t'autorise à l'écrire, etc. Ce qui est absolument faux. Enfin, et je pense pas que ce soit comment dire, des erreurs individuelles. C'est-à-dire, je pense pas que ce soit des gens des cadres qui veulent absolument lui mettre des bâtons dans les roues. Je pense plutôt que c'est un phénomène général aujourd'hui où on considère que le militaire, tout sur quoi il s'exprime, doit être contrôlé par l'armée, ce qui est absolument faux. Mais bon, voilà, c'est difficile parfois de se poser, notamment à sa hiérarchie, quand sa hiérarchie nous dit non, quoi. Voilà. Ok, ouais, question de sécurité, j'imagine. Et tu vois, en parlant de récit, je pense à notre ami Scoob que j'avais reçu. Alors, je sais pas si oui, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde se connaît un peu quand même hein, dans le milieu. Ouais, tout le monde se connaît un peu parce que c'est un petit monde, c'est une petite famille, je pense. Ouais. Surtout ceux qui sortent un petit peu à un moment donné. Bon, alors lui en l'occurrence, il a pas été plus médiatisé que ça. Il me semble pas qu'il soit passé sur des chaînes ou des grandes chaînes YouTube ou des chaînes nationales. Mais ouais, il avait fait un récit que j'avais laissé d'ailleurs dans les notes parce que j'avais fait le podcast avec lui, c'était le 126 et dans les notes, j'avais laissé le PDF de son récit où il explique un peu l'après lorsque il a été blessé à la main. Ouais. Il y a un peu tout son parcours qui a suivi derrière. Alors c'est beaucoup de choses qui ont été écrites à chaud. J'encourage ceux qui s'intéressent à les regarder un peu, d'aller regarder sur le YouTube ou sur les podcasts dans les descriptions. Ils retrouveront ce récit-là. Et je pense que ça fait partie de ce que tu dis. C'est ce que tu dis, c'est un récit qui va être très authentique pour le coup et qui me semble pas qui ait été contrôlé ou revu par une certaine hiérarchie. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la problématique systématique. Enfin, moi, en tout cas, à mon niveau dont j'entends parler, c'est qu'en fait, les chefs veulent absolument savoir ce qu'on écrit. Ce qui est parfaitement hors norme, en fait. Un chef n'a pas à savoir ce que quelqu'un a écrit, même s'il écrit en tant que militaire. Enfin, c'est pas, bon, déjà, c'est pas légal. Et d'autre part, enfin, on n'est pas chez les communistes. Enfin, je veux dire, les gens écrivent ce qu'ils veulent. On est libre d'écrire ce qu'on veut. Il y a les droits d'auteur qui sont bien définis en France. Après, bien sûr, si on écrit des trucs compromettants, on peut se faire attaquer par l'armée derrière, mais ce qui est parfaitement légitime. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument révéler les secrets militaires, etc. Bien au contraire, il faut être vigilant là-dessus, mais ça n'empêche pas aux gens de s'exprimer pour autant. Voilà. Exact, et t'as raison parce que c'était justement quand j'avais reçu Rodman Jared, peut-être que tu connais aussi, qui alors faisait un peu les récits de son passé. Alors il omettait justement, il a omis. Alors il est à la retraite depuis un moment.
il nourrit peut-être une petite amertume pour une certaine partie de l'armée, mais il avait vraiment omis volontairement de parler de certains détails dans des missions, notamment je crois que c'était au Sahel la mission du Sahel qui m'en parlait, ou comment certaines voitures des terroristes étaient tracées. Tout ça, il a absolument pas voulu en parler en public. Et d'ailleurs, il trouvait que aujourd'hui, c'est problématique parce qu'avec toute cette information que tu vas retrouver sur Internet, partout, sur des techniques de l'armée, enfin tout ce qui est partagé, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à ces informations. Et si tu verrouilles pas le truc, des stratégies ou des techniques pour suivre un terroriste, pour retrouver la trace de X personnes, pour quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça devient de moins en moins utile, possible, quoi. Donc, il faut maintenir ce secret, certains secrets, certaines confidentialités. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que d'une part, oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il faut veiller à la sécurité des opérations, et je suis le premier à y veiller et à considérer que c'est hyper important. En revanche, ça amène à un autre problème qui est difficilement quantifiable, mais qui existe. C'est une espèce de psychose, en fait, qui se crée derrière. De peur qu'on vienne tout le temps. En fait, c'est le gars. Je prends l'exemple type du cadre dans l'armée. Son subordonné lui explique qu'il est en train d'écrire un livre sur des missions qu'il a vécues je sais pas moi, dans un autre service. Et en fait, le cadre, s'il n'est pas compétent pour relire le bouquin ou tout du moins savoir exactement ce qu'il peut raconter, en fait, le mec, il prend pas de risque. Et donc, il dit niet. Mais juste sous prétexte qu'en fait, il n'a pas la compétence pour relire ou pour savoir. Normalement, il y a toute une hiérarchie qui est censée pouvoir faire ça. Mais le problème, c'est que là, on parle dans des méandres administratifs où tout le monde, en fait, veut se protéger. Et à la fin, il n'y a plus rien qui sort, en fait. Et ça crée une psychose. Ça crée vraiment une psychose. Moi, je l'ai vu. Hein. Enfin, je l'ai vu à mon niveau. Je l'ai vu pour d'autres bouquins. Ça crée vraiment une psychose. Ce qui entrave complètement la capacité de création de certains militaires. Tu t'es fait engueuler, tu t'es fait disputer, on dirait, par certains. Est-ce que tu as reçu des menaces? Est-ce qu'on t'a dit ce que tu fais, c'est pas bien, en écrivant ce bouquin, en révélant certaines choses? Moi, j'ai beaucoup de bienveillance pour l'armée, parce que l'armée a toujours été bienveillante pour moi, et voilà, je resterai toujours un fidèle de l'armée. Après, c'est sûr que ma démarche n'a pas été comprise par tous. Alors moi, j'ai veillé à ce que ce soit correctement fait. Donc moi, mes supérieurs avaient été informés, mais très peu d'entre eux. Parce que, d'une part, j'ai pas besoin de prévenir tout le monde. Je l'ai fait par bienveillance à l'égard de l'armée. Mais je sais que certains supérieurs que je n'avais pas prévenus, eux, sont un peu, ils ont essayé de me mettre la pression. Donc, mais bon, voilà. Moi, j'ai appris un truc en commando. Et c'est pas, je dis pas ça par humilité ou quoi que ce soit, hein, mais c'est que, en fait, on est fait pour travailler à plusieurs, en fait. On est plus fort à plusieurs, vraiment. C'est-à-dire que moi, tout seul, je peux pas faire grand-chose. Donc, c'est un principe que j'applique à toute ma vie, depuis que j'ai vécu ça en commando et dans l'armée de manière plus générale. Et donc, j'ai fait ce bouquin, donc tout seul, bien sûr, avec mon éditeur qui m'a aidé à l'éditer. Mais j'ai fait relire à des copains, en fait. Et j'ai tout un groupe de copains autour de moi, avec certains qui ont des expertises, notamment légales, qui m'ont appuyé dans ce truc-là et qui m'ont permis, en fait, de faire face sans souci aux pressions, en fait. Au contraire même, sans le vouloir, hein, mais c'est eux qui étaient en pression, en fait. C'est mes cadres qui étaient en pression, juste parce que, voilà, ils n'avaient pas de contexte légal, etc., parce qu'un officier supérieur n'est pas forcément compétent dans on va dire, pour ce qui est de la loi, et ce que j'entends, hein. Mais moi, il se trouve que je t'ai assisté. J'avais des conseils, donc j'étais bien, j'étais serein. Et donc voilà, donc ça m'a permis de tenir la marée, on va dire. Est-ce que on reviendra peut-être après, parce que là on a fait un gros. Enfin, moi j'aime bien toujours revenir un peu sur les débuts, ou en tout cas le starter, comment ça peut démarrer tout ça. Tu m'as dit que tu as fait l'armée de mer, alors c'est ce que je m'étais renseigné, ce que j'avais vu, et ensuite l'armée de l'air, pardon, et qu'ensuite t'avais fait le concours pour les commandos marines. Est-ce que déjà de 1, t'as toujours été sportif, t'as toujours été quelqu'un qui était dans un peu le dépassement, dans l'épreuve physique, mentale?
Tu sais, on a tendance à penser que il faut être déjà dans ce mindset-là, Ouais, le et que si Spartiate, t'es quoi. feignant de base, ouais, un peu Élevé, spartiate, exact, élevé comme un Spartiate. Ouais. à la dure. Alors, moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai pas été élevé comme un Spartiate. J'ai pas été élevé à la dure non plus. Au contraire, j'ai eu une enfance hyper heureuse. Enfin, j'étais hyper content chez mes parents. Mes parents n'avaient pas, pour être franc, ils n'avaient pas de moyens. Enfin, ils n'avaient pas de thunes. Mais moi, j'ai jamais senti. J'ai jamais senti qu'on n'avait pas de thunes à la maison. Enfin, bref, donc bon, je peux même pas dire ah, les temps étaient durs. Non, non, parce que j'avais toujours à manger. J'avais toujours des fringues propres sur moi. Donc, enfin, je. Et en te comparant, je sais pas, tu sais, quand on est gosse, avec les camarades, avec Ah oui, en me de comparant, classe. ouais, ouais, ouais. Moi, je voyais que mes fringues venaient d'Emmaüs. Tous mes fringues venaient d'Emmaüs, Ok. enfin, de trucs voilà, de charité. Mais bon, je m'en moquais parce que c'était des fringues qui étaient en bon état. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans le temps, c'était un peu plus dur au collège, lycée. Mais bon, c'était pas. Enfin, moi, je m'en moquais. Franchement, c'était pas mon problème. Mais je Mm. sentais pas plus que ça la différence, honnêtement. Enfin, bref. Mais donc une enfance hyper heureuse, pas de soucis particuliers. J'ai jamais été poussé vraiment à m'arracher ni quoi que ce soit. J'ai toujours fait beaucoup de natation. Quand j'étais jeune, j'étais en club de natation. Donc ça, j'ai Mm. commencé très jeune. Je pense que j'ai dû commencer la natation à 8 ans et j'ai dû en faire jusqu'à 17 ans. Donc beaucoup de natation, mais pas à gros niveau, quoi. Enfin, honnêtement, j'ai jamais été poussé à faire de la compétition. J'en ai fait un peu, mais c'était à la marge. En revanche, j'étais aquatique. Enfin, j'étais à l'aise dans l'eau, mais voilà. Donc pas un Spartiate. Du sport, oui, mais voilà. Et après, l'autre truc que j'aimais beaucoup faire, c'est aller crapahuter dehors, quoi. Faire des randos, être dehors, etc. Ça, je faisais beaucoup. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à faire. Quand est-ce que j'ai commencé? Ouais, j'ai commencé la boxe, mais alors je sais pas quand. Je devais avoir ouais 17. Non, je réfléchis. Bah, avant de rentrer dans l'armée, je pense. J'ai dû commencer donc vers 19 ans, je pense. J'ai dû commencer la boxe, mais à petit Ok. niveau aussi. Et ça a été un peu, ouais, ça a été un sport un peu différent parce que pour le coup, tout ce qui était rando, vie en l'extérieur, etc. C'était des trucs sympas, mais il n'y avait pas de notion de confrontation, on va dire directe. Natation, voilà, on court dans des lignes d'eau, on n'est pas confronté Pas... directement aux Ouais. autres, on est un peu confronté qu'à soi-même. Alors, moi, je suis un enfant du Sud-Ouest, donc j'ai toujours fait un peu de rugby avec les copains, rugby plage, machin. Mhm. Du coup, j'ai fait des petits tournois, mais voilà, c'était vraiment, c'était récréatif. C'était les... Et T'es d'où exactement? Du sud-ouest? moi, je suis du Sud-Ouest, Ouais, Sud-Ouest de la ouais. Et France. où? Quelle ville? Non, je préfère pas évoquer, Ah oui, par juste d'accord. Ok. mesure de Bon, discrétion. tu me diras. Ouais, ouais, non, mais bon, d'accord. Bah, tu me diras après, là, Ouais, ouais, en privé, parce que moi aussi, je suis du sud-ouest, ah bah donc voilà, voilà. je vais forcément connaître. Ouais, c'est sûr. Et bref, voilà, donc du coup, j'ai pas de ce moment où je me dis bon là c'est le dépassement, j'apprends le dépassement de soi, etc. J'avais le Mm. goût de l'effort, mais j'étais pas. Voilà. Donc, en gros, quelqu'un de normal, je pense, jusqu'à ce que je rentre dans l'armée. L'armée, alors c'est sûr que moi, ce que j'aimais dans l'armée, c'était la vie, ce qu'on appelle la vie en campagne, la vie de campagne. Donc c'était le bivouac dehors, c'était manœuvrer dehors, faire les infiltrations, les itinéraires dans la forêt, dans la campagne, etc. Bon, ça, c'est sûr que j'adorais ça, donc j'étais très à l'aise là-dedans, mais ça demande plus du savoir-faire, c'est plus technique que du physique, quoi. Enfin voilà, il faut juste savoir porter un sac, courir un peu, bon, c'est voilà. Et en Qu'est-ce qui te fait, donne envie de rentrer dans l'armée? moi, ce qui me donne envie de rentrer, moi, le vrai questionnement que j'avais, j'ai fait mon bac et ensuite je suis parti à l'université. Et à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je m'étais orienté vers le professorat. Je voulais devenir prof de physique parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, mais un truc que je voulais, c'était servir et être utile. Ah ouais. Voilà. J'avais pas de voilà, mes parents étaient pas entrepreneurs, j'étais pas poussé à des grandes études, j'étais même moyen à l'école, décidément, j'étais moyen partout. Et Comme quoi. et en fait, je voulais juste être utile, quoi. Donc prof, pour moi, ça me semblait être cool parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants.
Et j'aime toujours derrière travailler avec les enfants et j'aime les sciences. Donc c'est des trucs que j'aime. Donc voilà, je me suis dit c'est la bonne enfin c'est le bon truc. Et en fait, pendant que je suis à l'université, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai beaucoup de temps libre. Je vis chez mes parents, donc j'ai pas de loyer. Et ce temps libre, je sais très bien que qu'il faut que je le comble par quelque chose d'instructif parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc l'oisiveté étant mère de tous les vices, je me dis je pars direction McDo et Quick et là je commence à bosser au grill. Enfin bref, j'apprends à faire des burgers. Voilà, assembler des burgers plutôt chez McDo et Quick. Et ça me fait de l'argent de poche qui me permet Quick le qui week-end. n'existe plus. Hein. Quick n'existe plus. Ils n'existent plus? Ah bon? Je sais même pas. Ah ouais? Ils avaient été rachetés par, je crois en France par, comment s'appelait ce Burger King, je crois. Ils Ah étaient ouais, rachetés par, d'accord, par ok. Burger King et je Ok, crois ok. qu'ils se sont petit à petit, ils se sont enlevés. Il y en a certains qui étaient restés. Et là, je pense pas. On dira dans les commentaires s'il y en a qui savent Ah ouais, d'accord. s'il y a toujours des En Quick. tout cas, moi, Et bref. j'avais pu fréquenter les deux. Quick, pas très longtemps parce que je me suis fait virer rapidos parce qu'ils avaient plus de thunes. Ils avaient passé une mauvaise période et donc j'ai sauté. Mais bref, voilà. Et donc, le week-end, je me retrouve en fait à aller en aéroclub et je découvre l'aviation parce que mon père, ça faisait partie d'un de ses rêves, etc., qu'il n'avait jamais vraiment pu faire. Bref. Et donc, moi, je me dis, bah, pourquoi pas. Et puis, je tente et je commence à me payer des heures de vol grâce à mon travail donc en restauration Mhm. rapide. Et puis j'accède, je passe des examens pour avoir une bourse. Il y avait des bourses aéronautiques à l'époque qui me permettaient d'avoir un peu d'argent pour voler, voilà, pour aller voler. Et c'est là où je rencontre, donc déjà le vol super, enfin moi j'adore, je trouve ça génial, on pilote des petits avions le week-end dans toute la région, c'est hyper sympa. Et il y a un autre truc que je découvre, c'est le monde militaire. Parce que voilà, je viens pas d'un milieu militaire, j'ai pas de famille militaire. En revanche, Mhm. j'ai cet instructeur qui lui est pilote militaire, c'est un vrai pilote militaire d'active, qui est instructeur sur hélico et qui me fait des cours tous les week-ends et qui me prend un peu sous son aile et qui me dit, écoute, t'es pas trop mauvais en pilotage, est-ce que tu voudrais pas essayer les concours de l'armée? Moi, personne m'avait poussé cette option-là jusque-là. Donc là, c'était un peu la première inflexion dans mon itinéraire où je commence à me dire, tiens, je retourne à l'université et puis je me dis, tiens, c'est vrai, on peut devenir pilote militaire, il y a des concours qui existent, etc. Et je peux peut-être les passer. Voilà, donc tout le processus commence à s'enclencher. Je me mets un peu plus sérieusement au sport. Euh, et puis en fait, je finis par accepter le challenge en quelque sorte. Je relève le gant et je présente donc les concours militaires qui sont les concours des EOPN. Donc alors l'acronyme signifie élève officier du personnel navigant. Donc en gros, c'est les concours pilotes pour l'armée de l'air. Et donc je les passe avec succès et je commence ma formation à Salon de Provence à l'école de l'air, euh, où là je passe 6 mois de classe. Ça c'est le truc que j'adore. Ouais. On crapahute dans la verte, on travaille en équipe, on apprend à servir des armes, des grenades, la topographie, etc. Et puis on passe à la théorie du pilotage, et puis le pilotage derrière, qu'on commence à Sainte-Provence et qu'on continue à Cognac. Voilà. Donc D'accord. Donc, ça a été mon ouais. entrée dans l'armée, ça a été vraiment l'armée de l'air et ma première passion qui était l'aviation. On dit toujours qu'il faut avoir une vision absolument impeccable, qu'il faut avoir quand même des capacités physiques. Alors bon, peut-être pas incroyables pour voler. Enfin, dis-moi justement, c'est Ouais. quoi qui est requis Alors il faut une bonne Parce que vision. t'as eu des barrières à l'entrée. Non, j'ai pas eu de barrière, mais c'est sûr qu'il faut être un peu sportif. Et puis il faut être normalement câblé, quoi. Faut pas avoir de problème majeur, comme un diabète aigu, comme des gros problèmes de vue. Sachant qu'il y a énormément de problèmes de vue aujourd'hui qui peuvent se traiter par opération et qui Oui. n'étaient et pour lesquels les opérations n'étaient pas acceptées auparavant dans l'armée, mais qui le sont aujourd'hui. Donc ça, Donc c'est c'est revu, ouais. voilà, Les ça a été critères sont revu. Il y a établis. plein de gens maintenant qui sont acceptés parce que aussi la médecine a évolué et qu'avant on savait pas trop si les opérations sur la cornée notamment, voilà, elles ne pouvaient pas se dégrader dans le temps, si les résultats de la cornée ne pouvaient pas se dégrader dans le temps, etc. Aujourd'hui, on constate que en fait les opérations fonctionnent bien sur les yeux et donc Hmm. voilà, les mecs rentrent maintenant avec parfois des yeux opérés, mais tant qu'ils ont une bonne vue, ça va à tout le monde.
Les lunettes, les lentilles, tout ça, ça reste interdit ou Alors, ça reste. non, non, pourquoi? Parce que il y a aussi une histoire de capitalisation de savoir-faire dans les armées. Quand on rentre dans l'armée, on veut, je vais parler de la filière pilote que je connais le mieux, la filière pilote, en fait, on veut des mecs qui aient la plus forte chance de réussir. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on veut un mec parfait, mais on veut un mec, on pense qu'il a le potentiel de réussir, parce que la formation pilote elle est assez longue. Et donc c'est sûr que si on a un mec, par exemple, on voit qu'il va être rapidement presbyte, qu'il va avoir une vue qui va se dégrader bientôt, même si la vue à l'instant T elle est bonne, s'il y a un petit défaut dans son œil qui fait que on pense que dans 5 ans sa vue va se dégrader, typiquement ça pourrait être un dossier compliqué. Alors que peut-être que le gars voilà qui vient de se faire opérer mais qui a une vue hyper stable, sans défaut, bah en fait on va se dire bah lui c'est parti pour le long terme. Et donc une fois qu'on rentre, donc on fait toute la formation qui est assez longue. Et en fait à partir d'un certain moment, vous coûtez cher à l'armée. C'est-à-dire que La formation coûte cher. et ouais, le gars il a fait 10 ans dans l'armée. Bah en fait, il a fait toutes les formations, il a passé toutes ses qualifications sur petit porteur, gros porteur, sur Rafale, etc. Bah il y a un moment le gars, on va se poser 2 fois la question avant de le mettre à la porte pour un petit défaut physique par exemple qui serait apparu sur le tard et qu'on n'aurait pas anticipé. Je pense notamment à un défaut des yeux. Donc le gars, voilà, la presbytie de 40 ans, le gars, ça fait 20 ans qu'il est dans l'armée, je sais pas moi, il est pilote de chasse sur Rafale, pilote de 630 Hercule, commandant de bord, il a toutes les qualifications. Bah, il a des tolérances, en fait. Si le gars, il a une petite correction à apporter, bon, bah, le gars, il mettra ses lunettes de temps en temps. Voilà. À partir d'un certain seuil d'avancement. Une fois qu'il y est, quoi. Une fois que t'es dedans Voilà, et que t'as. il y a des aménagements possibles. Tout ça, ça se négocie. Attention, ça veut pas dire que les mecs peuvent tout se permettre. Au contraire, ça se négocie avec avec le médecin militaire, avec la RH, avec les cadres, etc., qui vont voir comment on peut faire le truc. Mais c'est pour ça qu'on peut voir des pilotes avec des lunettes. Enfin, c'est pas, c'est pas dramatique, quoi. Mais c'est intéressant ça parce que y a ce, tu vois, a priori j'aurais pensé, enfin on penserait qu'il faut absolument avoir une vue parfaite pour le côté performance, le côté, tu vois, dans l'armée on veut les meilleurs. Alors il y a de ça, mais il y a aussi tout le côté économique derrière, c'est que tu vas pas former quelqu'un pendant des mois si il a potentiellement quelque chose qui va si on sait qu'il va avoir une vue qui va se dégrader au fur et à mesure. Donc tout ça est très ouais, après et très logique finalement. C'est pas uniquement on veut les meilleurs, tu sais, un peu genre non, toi t'as un défaut, tu passes pas. C'est aussi attends, on va te former, tout ça, ça va coûter. Si dans 6 mois tu peux plus trop truc, je veux dire, tout ça, ça aura servi à rien quoi. Alors ça sera ni bon pour toi, ni bon pour toi, ni bon pour nous. Sachant que on a aussi une évolution des équipements qui font qu'on a une tolérance qui est de plus en plus forte par rapport à certains points. Je pense à la vue. Enfin, je suis pas expert, donc s'il y a des experts qui nous écoutent, ils me corrigeront, mais la vue de loin, par exemple, c'est quelque chose qui est important, mais un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était absolument capital que le mec puisse voir de loin, il ait une excellente vue de loin, et qu'il arrive à faire donc vue de loin, donc sur l'horizon, pour voir son adversaire arriver, et vue de près son cockpit. Donc c'est un exercice qui est assez difficile pour l'œil, donc vue de loin, vue de près, donc c'est un travail qui est particulier. Puis quand on vieillit, en plus, le muscle de l'œil perd son amplitude. Ouais, il perd sa souplesse, il perd son élasticité, et donc c'est plus ou moins difficile, etc. C'est pour ça qu'on a souvent des lunettes de repos quand on vieillit, qu'on devient un peu presbyte, etc. Bref. Ou qu'on devient un peu myope. Et donc, je dirais, un pilote de Spitfire pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr qu'il fallait qu'il ait une bonne vue de loin. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les combats aériens, c'était le premier qui voit l'autre qui a un peu gagné, quoi. C'est-à-dire que je vois un avion arriver sur l'horizon, bah, je peux tout de suite entamer une manœuvre et lui va me voir quelques instants trop tard. Et donc, par exemple, si je commence à prendre de l'altitude alors que lui, il n'a pas encore pris de l'altitude, en fait, c'est le premier qui va arriver à son maximum de potentiel, qui pourra redescendre sur l'autre, et donc il aura l'ascendant sur l'autre, il pourra se mettre dos au soleil, enfin bref. C'est des vieilles techniques de la Seconde Guerre mondiale qui ont perduré pendant assez longtemps. Hein. Il y a un pilote des forces aériennes israéliennes qui s'appelle Jura Epstein, qui est assez connu, parce que le mec, il avait une réputation
Donc c'était un pilote déjà d'avion à réaction, et il avait une vue qui était particulièrement développée. Il pouvait voir vraiment très loin, et ce qui fait qu'en fait il a gagné des combats aériens, notamment en dogfight, enfin vraiment en Mhm. combat canon, un peu classique, sur avion de chasse à réaction, ce qui est assez rare, ce qui est quasiment voilà, qui n'existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui on tire des missiles. Mais tout ça, il avait pu se faire une réputation et devenir hyper compétent en ce qu'il faisait parce qu'il avait cette vue qui lui permettait peut-être d'anticiper sur les adversaires. Le truc aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les avions s'inscrivent dans un contexte qui est beaucoup plus différent, avec notamment des radars qui voient plus loin que l'œil. Donc ça, c'est la grande innovation, c'est de se dire, l'œil, avec mon œil, je vois à 2, 3, 4, 5 kilomètres au Mhm. loin. Maintenant, mon radar, il voit, bon bref, j'en sais rien, mais il voit probablement à des dizaines, voire peut-être même des centaines de kilomètres. Donc jamais mon œil verra aussi loin que mon radar. Donc quelque part, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vue absolument parfaite, sachant qu'on va surtout Ouais, s'en ouais. servir pour lire les instruments du cockpit. Hmm. Même si, bien sûr, il faut voir le porte-avions qui arrive, il faut voir ses collègues quand on est en formation, il y a plein de choses à Mhm. voir, ça c'est sûr. Mais on n'est plus à chercher l'avion dans le ciel parce que c'est l'ordinateur qui va le faire, et c'est l'ordinateur qui va brancher les systèmes d'armes dessus. Et c'est Bien pareil, sûr, ouais. on évolue dans un système où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les radars anti-aériens étaient très peu évolués. Aujourd'hui, un radar anti-aérien, il voit à travers le continent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un radar anti-aérien sur la pointe bretonne, il va voir des avions décoller à Moscou. Hmm. Donc on se dit, enfin Ouais, donc il y a plus autant besoin de cette capacité de vision. Mais c'est marrant, parce que c'est toujours ça, c'est la technologie vient remplacer. c'est ça. Alors Alors est-ce au que ça départ remplace? remplacer, Voilà, et c'est ça. après C'est va toute la au-delà. question Mais en fait. C'est à chaque fois de se ouais. dire, est-ce que ça remplace ou est-ce que ça compense ou est-ce que ça remplace de manière temporaire et donc il faut quand même capitaliser sur des mecs qui voient loin, qui sont capables d'engager des avions juste à la vue. Enfin voilà. Donc c'est Qui des soit capable problèmes. d'assurer un système B déjà si jamais il y a un problème sur la Exactement, technologie. Ouais. exactement, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. J'ai remarqué d'ailleurs que les pilotes, alors tu vois, moi j'ai côtoyé, enfin côtoyé. C'est un patient que j'avais en consultation il y a quelques mois. Ça fait un moment que je l'ai pas revu là. Donc je sais plus si j'avais un autre rendez-vous programmé avec lui, mais qui avait des problèmes de. Alors c'était pas d'audition c'était pas de vue qu'il avait, mais alors c'était un pilote d'avion, pas dans l'armée, hein, je précise. Mhm. Par contre, il avait ces espèces d'un petit peu de vertige. Il avait des douleurs cervicales, etc. Bon, on avait fait tout un travail, surtout moi sur les cervicales, et il avait eu un peu d'acouphènes aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande responsabilité des pilotes de se dire, lui, il avait volontairement lui-même arrêté, il s'était mis en pause, et tant qu'il ne se considérait pas à 200%, il me disait, faut pas que je sois à 100%, faut que je sois à 200% de mes capacités pour pouvoir reprendre un avion, conduire et être en pleine possession de mes moyens. Et ben il s'était arrêté lui-même, et même tu vois là, une des dernières fois je l'avais revu où ça allait beaucoup mieux, où il avait beaucoup moins de tension sur les cervicales, où ces épisodes de vertige étaient bien moins fréquents. Et ben il était là, non moi je veux être sûr. Alors est-ce que c'est comme partout dans les pilotes, il y a une grande responsabilisation de soi-même et sur ses Oui, alors oui, facultés? c'est vrai, mais parce qu'on nous met la pression là-dessus aussi. Parce que on Ça a vient des pas de nulle part contrôles, quoi. ouais, on a des contrôles médicaux tous les ans qui sont très poussés. Et du coup, ils nous mettent la pression. Moi, je me souviens, je faisais gaffe en soirée, j'amenais des bouchons anti-bruit pour mon audition. Ah ouais, ouais. Enfin, je faisais hyper attention quand le train, je me souviens quand le TGV arrivait, je me bouchais les oreilles au moment du freinage. Euh, bon, maintenant enfin, on va dire, j'ai changé de braquet, Ouais, mais à l'époque, je sais que je faisais hyper gaffe. Mais du coup, d'accord. enfin, je pense que c'est une bonne chose de faire attention parce que faut être en pleine possession de ses moyens. Mais il y a un pendant à cette tendance. Enfin, je pense, c'est que plus on se dit, il faut que je sois à 100%, voire comme tu disais, ce pilote à 200% pour piloter. Bah, le jour où le gars, il est pas à 100%, mais il est à 95%, est-ce qu'il se dit pas, ah ben là, je peux pas, ça y est, c'est Je peux, coincé, ouais, voilà. ouais. Et en fait, pour moi, le bon contre-exemple à ce qu'on nous apprenait, donc à toujours faire gaffe à tout, etc., c'était un gars qui s'appelait Charles de Nungesser. Donc, je sais pas si on dit Nungesser ou Nungesser, parce que j'ai jamais entendu parler, j'ai toujours lu des trucs sur ce gars-là, j'ai jamais entendu personne en parler, donc je sais pas comment on le prononce.
Comment tu l'écris? NUNGE2SER. Ok. Ouais, Voilà. Aviateur, je l'ai. Voilà. Et donc, Aviateur français né à Paris en 80. Oula, oui, il y a plus d'une centaine d'années. c'est ça. Et c'est un aviateur de la Première Guerre mondiale. Ouais. Sauf que ce gars-là, il s'est fait abattre un certain nombre de fois. Il a un cursus qui est incroyable, qui est assez passionnant. Il était aux États-Unis, il faisait de la boxe. Quand il y a eu la guerre, il est rentré en France, il est devenu pilote, donc dans le régiment d'aviation, parce qu'avant c'était un régiment de l'armée de terre, l'aviation. Et il a piloté son avion. Il est devenu prisonnier des Allemands à un moment. Et sa libération, son évasion, pardon, était rocambolesque parce que il s'est évadé de sa prison. Il a volé la voiture de l'officier supérieur du coin, qui était une magnifique voiture de sport allemande. Il est rentré avec la voiture de sport allemande dans les lignes françaises. Ils ont ouvert le coffre et il y avait tous les plans du dispositif ennemi dans le coffre. Donc le gars avait fait carton plein. Et ce gars-là, James Bond, quoi, le mec. ouais, un petit peu, ouais. Et ce gars-là, quand sur la fin de la guerre, donc il ne pouvait plus marcher seul. Enfin, il avait des béquilles et il pouvait plus monter dans son avion tout seul. Et donc on l'aidait à monter dans son avion. Il était handicapé. Aujourd'hui, il serait handicapé à 90%. Et on l'aidait à monter dans son avion, on le brûlait, on le machin, etc. Et il prenait son avion, il partait combattre les Allemands. Il a survécu à la guerre et il est mort plus tard, je crois, sur une traversée de l'Atlantique pendant l'entre-deux-guerres. Mais je trouve que cet exemple était assez intéressant. C'est le gars, il se dit, OK, il me manque une jambe, c'est pas grave. Enfin, on va trouver une solution, on va s'adapter. Et donc, il y a aussi le développement, quand on n'est pas à 100%, il y a aussi le développement de cette capacité de résilience, d'adaptation et d'innovation. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce que psychologiquement, ça ouvre des portes. Alors que le fait de se dire en permanence, il faut que je sois à 100%, on finit par se dire, le jour de la compétition de sport, on se dit, bah, si je suis pas à 100%, j'y vais pas. Au lieu de se dire, bon, bah, tant pis, je suis pas à 100%, mais je vais compenser. Je vais avoir encore plus la hargne, voilà. Oui, mais de toute façon, c'est ça, c'est souvent le principe de l'innovation, de l'adaptation. C'est que c'est quand tu n'arrives pas à faire quelque chose et qu'il faut que tu y arrives, que tu trouves un moyen de le faire d'une manière différente. C'est comme ça que la roue a été inventée, hein, c'est comme ça que plein de choses ont été inventées, c'est comme ça que l'être humain aussi se surpasse, se dépasse, trouve des moyens de faire, alors qu'il n'est pas censé être capable. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais je me demande, en fait, ma question, c'est je me demande si la volonté de perfection ne fragilise pas Probablement, la capacité oui. d'adaptation parfois, tu vois. Parce que tu te dis, moi, je vais que dans un environnement où je suis à 100%, où tout est parfait. Dans ce cas-là, quand l'environnement n'est pas parfait, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est, je pense aussi un des principaux freins alors je dirais à certains, mais je dirais à l'humain de manière générale, tu vois, sur la prise d'action. Ouais. Je veux Ouais, dire, je suis d'accord. Ouais. combien d'exemples j'ai eu de ça, de gens, ben moi non, c'est pas parfait, moi j'ai envie que ce soit parfait, donc je fais pas, et en fait tu fais jamais rien. Donc c'est évidemment une façon aussi peut-être une façon de se rassurer aussi de pas faire. Ouais, c'est ça. Et à part la vision, on a parlé un peu de vision d'Ouïe, est-ce qu'il y a d'autres choses, juste pour terminer là-dessus, sur le fait d'être pilote, en termes de capacité physique qui est demandé, qui est requis, psychologique peut-être aussi? Ouais, pas Le tant que poids, ça, la je taille, trouve. tout ça. Le poids, la taille, les mecs étaient pas trop regardants. Ils faisaient gaffe à notre IMC. Donc, fallait juste pas qu'on ait une grosse IMC. Fallait pas manger Quick et McDo tous les jours, quoi. On pouvait, mais à condition qu'on rentre dans l'IMC, quoi. Ils étaient pas trop regardants. Le sport, c'était pas, fallait faire un peu de sport, mais ils étaient pas regardants. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que y ait du bilan dans le cockpit. C'est que le jour, voilà, au moment de la mission soit bien faite, etc. Si le mec était un peu en surpoids, mais qui rentrait en son IMC, bah, le mec, il s'en moquait tant que le boulot était fait. Donc, ils étaient pas hyper regardants par rapport à ça. Après, il y a un truc qui était marrant. Moi, j'étais en spécialité transport dans ma filière, mais je sais qu'en filière chasse, les mecs, pendant le tronc commun qu'on faisait avec les gars, c'était assez marrant parce qu'ils disaient les physiques qui tiennent le mieux la chasse, c'est les petits trapus. Parce que parce qu'en fait, ils subissent moins de dégâts dans les virages lorsqu'ils mettent beaucoup d'accélération. Donc, c'est une accélération qui est verticale dans le cockpit, dans les avions de chasse. Donc, ça va du haut de la tête, de la pointe du crâne, généralement, jusque dans le coccyx, jusque dans dans le bas des jambes. Donc, c'est une pression qui est exercée en ce sens-là. Et ils disent quand on est
quand on a un tronc qui est moins large que la Ouais, moyenne, du coup la colonne de moins sang est d'espace, quoi. moins haute et du coup les mecs ont tendance à tenir un peu plus longtemps la pression des jets. Donc Ouais. je trouvais ça assez marrant. Ouais, mais alors ça s'explique visuellement, tu vois, on Ben s'imagine ouais, que du bon sens, hein. plus t'es court sur le buste, plus effectivement il y a moins de place à parcourir pour le sang. C'est ça. Mais d'ailleurs, en chasse, ils sont un peu, on est incliné, non, un peu vers l'arrière Alors ça pour dépend des justement avions. diminuer cet effet-là. Ouais. Ouais, ça dépend des avions. En fait, moi j'avais fait un petit peu, j'avais fait quelques vols sur chasseur pour essayer. Et en fait, j'avais fait du Mirage F1 et de Alpha Jet. En fait, on est quand même assez redressé, hein. Enfin, on est assez vertical. En fait, c'est surtout sur le Rafale, c'est depuis le Rafale et tous les chasseurs de cinquième génération, la F-35, etc., Mm. où les pilotes sont plus allongés aussi parce que tout simplement on encaisse mieux d'une part et d'autre part c'est des commandes de vol qui sont déportées. C'est-à-dire qu'avant on avait le manche au milieu systématiquement et donc plus on Ouais. s'allonge, en fait il y a Plus on s'éloigne. c'est compliqué d'avoir le manche au milieu quand on est Ouais. allongé. Là maintenant il est Ouais. complètement déporté, il est vraiment sur le côté. Donc il y a la manette des gaz d'un côté et le manche de l'autre, mais qui est vraiment comme un joystick sur le côté parce que c'est des Ok. commandes qui sont complètement Plus électriques. facile, ouais. Et donc quand on est allongé, en fait, ça passe beaucoup mieux que si on l'a au milieu. Parce qu'au milieu, il faut aller le Bien chercher sûr. un petit peu, c'est voilà. Et Ouais. Un peu comme si sur une voiture, t'as le volant en face et si tu recules ton siège au max, ça va être compliqué voilà, c'est ça, de c'est ça. tenir le volant, alors que Ouais. si tu l'as sur le genre à la place du frein à main, ça sera quand même un peu Voilà, plus c'est ça. accessible. C'est beaucoup plus Ouais. confortable en fait. Et donc voilà, donc les mecs sont un peu plus allongés, mais aussi parce que c'est mathématique, hein. Si le gars, en fait, la colonne de sang là, elle est verticale, ça va faire, enfin, la colonne est plus haute dans ce sens-là avec une pression qui s'exerce comme ça que si avec la Mm. même pression on est comme ça, la Incliné, colonne bien est sûr. la colonne est moins haute que si elle est comme ça en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Je fais le schéma avec mes doigts, c'est la première fois que je Ouais. fais ça. J'espère que c'est Ouais. visible. Vas-y, au milieu de ta tête, pour ceux qui seront sur YouTube, Ouais. refais voilà, parce que comme ça sera Donc si on a une colonne comme ça, elle ouais, est nécessairement plus haute parce que la pression s'exerce toujours dans le même sens. bien Donc on a sûr. une grande colonne de sang, alors que si on est un peu incliné, la colonne de sang est moins haute. Donc on a moins de chances de s'évanouir, on peut tenir un peu plus longtemps. Hum. Ouais. C'est ça. Sachant que bon, Et et puis même pour oui, bon l'éjection après, en fait. L'éjection est facilitée quand le siège est incliné. Parce que avant les sièges étaient un peu plus verticaux et donc l'éjection se fait comme ça avec un vent relatif. Donc ça veut dire que le mec, quand il s'éjecte, il part comme ça et le vent relatif vient comme ça. ah ouais, il prend tout dans la gueule d'un Ah coup ouais, là, c'est une donc énorme claque. alors que Alors que incliné, comme c'est ça plus apparemment, voilà. aérodynamique. Non mais c'est beaucoup plus ouais, aérodynamique enfin, je sais pas si Non, mais je l'éjection est comprends aérodynamique, mais c'est moins violent parce qu'on est un peu plus dans le lit du vent relatif ouais, que si on est comme ça. bien sûr. Et tu l'as vu la vidéo parce qu'elle fait quand même pas mal de vues de McFly et Carlito qui sont parmi les youtubeurs les plus connus en France, qui ont fait justement un vol avec euh, des De pilotes la, de chasse. de la patrouille de Ouais, France. voilà exactement, de la patrouille Non, de France. Tu l'as non, vu j'ai ça? pas vu Non. la vidéo. Non, c'est assez impressionnant. Bon, il y en a un des deux qui se pisse dessus. Je dirais pas lequel Ah merde. dans la vidéo. Ouais, non, mais c'est. Enfin, Alors ça c'est je ça c'est le rigole pas truc du tout parce que parce que c'est impressionnant ce qu'il vit et moi je trouve cette honnêteté d'avoir voulu montrer ces images-là absolument formidable quoi. et ça c'est un truc qu'on sait pas trop, mais en fait, il y a beaucoup de pilotes de chasse qui portent des couches, Oui. faut le savoir. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement cette question de G qui fait qu'à un moment donné la pression Non, non, peut-être non, non. qu'ils exerceraient sur les non. Non, c'est juste que en fait, ils sont en l'air longtemps en fait. Ouais, ils ont pas. Ouais, Et donc que ils quand ont... vous êtes dans un avion de Quentin. transport ou un hélico, bon, un hélico c'est compliqué aussi, mais vous pouvez vous lever, aller derrière et Voilà. faire votre affaire, voilà. Alors que dans un avion de chasse, on bouge pas. Et quand il y a 7 heures de vol avec un ravitaillement, un machin, c'est hyper éprouvant déjà physiquement. Les gars, Ouais. ils ramassent. Enfin, on transpire. À chaque vol, on transpire, hein. Enfin, moi, Hmm. les quelques vols que j'avais pu faire, j'avais vraiment ramassé, hein. Et, Hmm. euh, et du coup, on transpire beaucoup. Et puis les gars, ils peuvent pas bouger. Donc il y a un moment, la petite commission, grosse commission, bah voilà. Exactement. Bah, tu sais quoi, je laisserai la vidéo là pour ceux qui veulent aller la voir dans la description de l'épisode, la vidéo de McFly et Carlito. Il y aura le lien avec la patrouille de France. Et alors toi, ça t'a pas donné envie d'aller dans la chasse, Alors les avions de si, chasse? si, j'ai trouvé sympa jusqu'à ce que je fasse mes premiers vols. Et là, j'avoue.
C'est physiquement, vraiment, ouais, c'est vraiment physiquement fou. c'est dur. Et puis moi, je pense que mon cerveau, il était pas monté pour ça en fait. J'aimais beaucoup piloter, enfin même les vols en chasseur, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Enfin, je reconnais, on a fait des vols hyper sympas, des vols de nuit notamment, je me souviens, hyper sympas. Mais je crois que j'étais pas fait pour ça, quoi. Et puis, même de manière générale, pendant mon trop commun, je voyais, moi, j'étais moyen, en fait. J'étais moyen. Je travaillais beaucoup, Mmh. j'étais moyen, et je vois aujourd'hui, puisque on a gardé toute la promo, on a gardé des liens assez forts. Je vois les gars qui ont réussi en chasse, c'est des gars qui sont faits pour ça. Enfin, ils ont vraiment une sensibilité qui était loin de la mienne. Moi, j'étais pas aussi doué que vraiment. Ça t'a fait quoi quand t'es monté dans un avion de chasse? Comment tu décrirais la sensation de ces jets, d'être à l'envers, d'être dans tous Ouais. les sens comme ça? Enfin, Alors, après, moi, j'en parle comme un novice, hein. j'aime beaucoup être dehors, en fait. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, moi, j'adore être dans la nature, j'adore me balader, aller nager dans la mer, être en forêt, enfin, j'aime beaucoup ça. T'es quelqu'un de terrestre, quoi. Ouais, je suis quelqu'un, enfin, ouais, je pense que j'ai un rapport à la nature que j'entretiens, voilà, que j'aime beaucoup ça. Mhm. Et être dans un cockpit, c'était exactement le contraire. Alors déjà, dans un cockpit de transport, bon, c'est climatisé, on est confort, enfin voilà. Mais dans la chasse, c'est encore plus confiné, c'est Mm. fermé, on a de la ventile qui nous arrive plein la gueule. Puis si on monte un peu, on a de l'oxygène qui arrive dans le groin, enfin dans le masque. Ouais, ouais. Ça souffle fort. Moi j'avais une sensation de confinement, de vraiment d'être un peu contraint dans un petit espace et je pouvais pas bouger quoi. Il y a des boutons partout et et puis c'est violent quoi. Enfin, pour pas toutes les missions, mais euh, il y a, ouais, c'est physique quoi. Faut envoyer, faut. Enfin, moi j'avais fait des ce qu'on appelle des basic fight maneuvers, donc du BFM. Et en fait, on se courait après avec des avions en Alpha Jet en plus. Donc c'est un avion qui tire particulièrement parce que il est plus lent que les autres et donc les virages sont plus forts et on ramasse plus de jets que sur un Rafale par exemple. Mm. Mm. Euh, et c'était ouais, c'était sport quoi. Enfin, je m'amusais beaucoup parce que je cherchais l'avion, voilà, on essayait de se bagarrer avec l'autre avion, etc. Mais à la fin, j'étais content de sortir quand même. Hein. On transpire beaucoup. Ouais, voilà, ouais. Puis voilà, Perdre 10 litres d'eau. ouais, puis cette notion de contrainte, quand on bouge pas, on n'a pas de liberté de manœuvre ni rien. Ouais, je regrette pas un seul instant de pas avoir fait ça en tout cas. Voilà, je sais que Ok. j'aurais pas clairement, et puis ouais, je pense que je me serais pas autant épanoui que dans ce que je fais, ce que j'ai pu faire dans l'armée par ailleurs. Et justement, quand tu décides de changer et d'aller de passer le test pour les commandos marines, ça te fait pas un petit peu bizarre puisque tu m'as dit que finalement ils étaient pas trop regardants sur le physique, que c'était l'IMC, il devait pas dépasser un certain stade, Ouais, un certain niveau. Donc c'est que finalement bon voilà, c'est tranquille, il faut juste être, enfin on a un peu vu là, faut savoir piloter, faut être bon, faut avoir certaines compétences, ouais, mais voilà, qui ne c'est ça. sont pas des compétences physiques à proprement parler, un peu sportif. Et quand tu passes aux forces spéciales, quand tu fais le concours, tu prends pas une grosse claque là. Tu dis pas oh Ah, putain merde. mais c'est deux mondes différents en fait. C'est Ah ouais. ah ouais, c'est là où vraiment cette histoire d'être éprouvé euh, et d'aller chercher vraiment ses limites. Moi, c'est au stage commando. Enfin, c'est vraiment là où j'ai touché mes limites. J'ai vu jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais pas. C'est là où j'ai appris ce qu'était un second souffle. C'est là où j'ai appris Hmm. ce qu'était des crampes musculaires, enfin, c'était vraiment costaud. Mais je m'en doutais. Je savais pas quoi j'avais à faire parce que du coup, j'ai eu cette décision de changer. Parce qu'à un moment, en fait, je me suis dit, ce que j'aime vraiment, c'est être dehors, c'est manœuvrer, c'est être sur le terrain, c'est la tactique, etc. Et puis moi, mon cursus se passait, mais je manquais un truc, quoi. Il manquait un truc. Et donc, il y a eu ce Hmm. moment où, voilà, il y a eu un point de décision. Et puis, ce point de décision n'était pas sans conséquence. Donc, je savais que derrière, il fallait que j'assure que si je voulais rentrer en civilité, j'avais aucune idée d'où j'allais. Hein. Quand je décide d'aller chez le commando marine, c'est parce que j'y suis allé de réputation. Tout le monde me disait que c'était dur, etc. Et donc je voulais me confronter à quelque chose de dur. Je voulais me confronter Ah à un oui, truc d'accord.
Un peu d'ego Euh, aussi. Un ouais, peu d'ego, un peu, tu sais, de je vouloir se pense, prouver à soi-même et de vouloir voilà, c'est ça. monter Je une pense certaine qu'il y a cette capacité à forme faire les d'ego. choses. Oui, oui, et puis j'avais envie d'être épanoui dans ce que je faisais. C'est-à-dire me dire, je sers, et puis je sers du mieux que je peux. Alors que dans l'aviation, je sentais que je bossais beaucoup Santé pour un augmentée. résultat moyen et que c'était laborieux. Voilà, j'étais laborieux dans les armées, Ouais. enfin dans l'armée de l'air. Et là, j'avais envie de faire un truc où vraiment, je sente que c'était pas facile, mais que c'était complètement épanouissant, quoi. Voilà. Et je fais les commandos marines, tout simplement parce qu'en fait, c'est ce qui me semblait être le plus dur. Mais j'avais aucune idée. Je connaissais personne chez les commandos marines. J'avais vu le reportage de Marius. J'avais trouvé que Marius, il incarnait un truc. Je le trouvais charismatique. Puis ça avait l'air mythique ce qu'il faisait. Enfin, ça avait l'air génial. Et donc je me suis dit bon bah c'est parti, on va faire ça, hein. Et en fait, ce que je voulais me dire, c'est en fait je voulais me prouver quelque chose, je pense. Je voulais me dire, Mhm. je quitte cette filière qui est une filière sympa que j'aime, où il y a une certaine forme de confort finalement. Je suis installé, je suis sur des rails Combien en de temps? fait. J'ai fait 3 ans. Depuis là quand depuis 3 ans quand Ça même. fait 3 ans que je suis en formation. Et alors déjà mes parents, ça avait été difficile de leur faire accepter l'idée que je rentre dans l'armée parce qu'ils sont pas trop, ils étaient pas trop familiers de la chose. C'était pas hyper rassurés. Alors quand je leur ai dit que je quittais pour aller chez les commandos marines, bon là c'était la panique là. Ils se sont dit mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle Ah bah là secte il est rentré? ouais, c'était la panique. Et donc je me dis bon, ça a l'air C'est se dur, mais en fait comprendre. le seul truc que je voulais, c'était pas me retourner à 40 ans et me dire j'ai fait ma petite carrière pépère dans Hmm. l'aviation, je vais aller chez Air France, voilà, très bien. Mais tiens, j'aurais bien fait ça quand même. J'aurais bien fait des unités voilà, un peu Un peu difficiles plus à badass. activer, un peu rudes. J'aurais bien testé ça, machin. Et j'avais pas envie en fait de vivre avec ça toute ma vie. Donc je me suis dit, si je prends une décision, c'est maintenant. Et donc j'ai un peu tout plaqué et j'ai tenté le tout pour le tout. Et là, comme j'y connaissais rien, bah, je suis allé voir le bureau sport de la base de Cognac. Et là, c'était la scène un peu marrante que je raconte tout le temps, mais moi qui me fait toujours rire. En fait, j'arrive dans le bureau et je leur dis bon voilà, je veux faire commando marine. Alors, les instructeurs de sport, ils ont l'habitude d'avoir affaire à des pilotes qui sont là juste pour veiller à ce que l'IMC dépasse pas trop. Certains aiment bien faire un peu de sport, mais bon voilà, ça la marge. Et moi j'arrive, je leur dis voilà, moi je veux faire ça. Et les gars rigolent en me regardant. Ils me disent ouais, bon, t'es sympa quoi, t'es mignon. Et je dis non, les gars, c'est sérieux. Enfin, je veux vraiment y aller. Faut que vous m'aidiez à me préparer. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment ça marche. Et là, ils disent bah va voir. C'était adjudant Intel. Je dis bah ok, connais pas. Enfin, je connaissais pas le bureau sport plus que ça, quoi. On les voyait une fois par an pour nos examens, pour nos tests annuels, et c'est tout, quoi. Et donc, je vais dans la salle d'à côté, donc c'était la salle de gym, et là, il y avait un vélo d'appartement. Sur le vélo d'appartement, il y avait l'adjudant Intel, dont j'ai oublié le nom. Et là, lui, il était torse nu, il était gaulé comme un animal. Il n'y avait pas un pet de graisse, c'était que du muscle. Rasé, et il était en pleine séance. Et je lui dis, bah voilà, moi, Jean, je viens parce que les gars m'ont dit de venir vous voir, j'aimerais aller chez les commandos marines, je sais pas comment on fait, etc. Le gars me regarde, il me dit, t'es sûr que tu vas y aller chez les commandos marines? Et je dis, ah ouais, il me dit, ok, demain, tout en faisant sa séance, hein. Bon, je crois qu'il était en fin de séance, mais bref, il était tout transpirant. Il me dit, demain, treillis, sac à dos, armes, Rangers, rendez-vous devant le bureau. Ouais, donc le mec il s'est pas foutu de toi, il s'est ok, tu veux ça? Non, Tiens, je te donne les voilà infos. ça, il m'a Petit dit, pointe. et en fait, il m'a fait comprendre qu'en gros, il avait pas de temps à perdre Ouais. et que on verra. Il m'a dit demain, équipé comme ça, et puis on verra. En gros, fallait que je fasse mes preuves, quoi. Parce Ouais. que si j'étais Puis- trop loin, en fait, lui, son analyse a été bonne, hein. C'est un professionnel du sport, le mec savait de quoi il parlait. Si j'étais trop loin de mes ambitions, ça allait mettre des années. Enfin, j'allais mettre des années à essayer d'arriver à niveau. Et donc, bah, il fait comme quand on fait tout, quand on fait un plan en sport, on fait des max, voilà, on fait des maxima, et puis à partir de là, on C'est-à-dire que t'as même pas travaille. le temps de te préparer. Non, non, là, on part le lendemain matin. J'étais treillis, Rangers, sac et armes, et puis lui, il était avec son petit vélo en jogging. Puis il vient me voir, il me fait bah, allez, c'est parti, tu cours derrière moi. À partir de maintenant, top chrono. Et puis il est parti.
Et donc moi, en fait, il me faisait faire une marche de 8 en fait, Hum. qui est un parcours assez classique qu'on fait dans les armées. C'est une marche de 8 kilomètres, qui est une course, on appelle ça la marche-course dans l'armée de terre, où on court pendant 8 kilomètres et puis à la fin, ça fait un résultat et voilà. C'est ce que font toutes les troupes aéroportées. Et donc lui, il avait choisi de faire ça comme mesure étalon de mon état physique à l'instant T, zéro. Voilà. Ok. Et alors, combien de temps Aucune idée. ça a été dur? Aucune idée. J'en sais rien. J'ai fait l'épreuve, j'étais au bout de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai Ouais. cru que j'allais décéder, j'ai cru que j'allais faire une attaque cardiaque pendant le truc. Mais je me suis arraché. C'est-à-dire que je collais la culotte, j'étais juste derrière lui. Je me souviens très bien quand on passait devant des gens, il me disait, tu leur dis bonjour pour montrer que tu subis pas. Moi, je sais oh là, je tombais où là. Donc je faisais ce qu'on me disait, hein. Les gens passaient, j'ai dit bonjour, enfin bref, je devais avoir l'air décomposé. Et puis je finis la marche, vraiment avec le Ouais. Et il te dit quoi? ouais, et puis moi, il se retourne et il me dit, ok, t'as fait le meilleur temps de tous les fusiliers de la base. Oh, comment? Je dis Ah ok. ouais. Alors, je pense que c'était un bon temps. Je pense que c'était pas exceptionnel en vrai, mais je pense que c'était un bon temps. Et c'est ce qui lui a fait dire, ok, je vais t'entraîner. Et donc là, pendant 6 mois, il m'a pris sous son aile et il m'a préparé à passer le stage co. Et on a fait un plan d'entraînement ensemble qu'on voyait toutes les semaines. Enfin, c'est devenu mon entraîneur, quoi. Voilà. Donc, il m'a Ok. Donc, préparé en un peu de cardio, un peu de muscle, un peu de tout ça. ouais, alors c'était surtout de l'athléticité générale. Donc, pompe, traction, abdos, cordes, enfin, des trucs classiques, on va dire, dans les armées. Et Hmm. avec un gros point d'effort sur la course à pied, qui était le gros truc. Enfin, dans les armées, tous les stages commando, etc., c'est vraiment la merde des épreuves. La course à pied, c'est. Faut être endurant. Faut être endurant. Bah, faut courir. Faut savoir courir. Si on sait pas courir, alors ça, on cherche pas des champions, hein, bien sûr, mais il faut avoir un bon niveau en course à pied parce que ça épargne énormément de choses. On t'apprend la technique de la Ouais, ouais. course? Comment utiliser ouais, il y a vraiment un côté Ah, technique poussé. en tout cas, là, on est allé assez loin, quoi. Ouais, on faisait des exercices de foulée, j'ai appris le fractionné, j'ai appris les plages cardio, j'ai appris où est-ce que je devais aller, combien de fois par semaine, à quelle distance je vais faire, etc. Donc, c'était assez poussé. Je pense qu'on a fait tout le truc d'un sportif, quoi. Du repos, de l'alimentation. J'avais mon petit carnet, je notais tout. Je notais si j'étais malade, je notais si j'avais bien mangé, je notais si j'avais mal dormi. Euh, voilà, comme un sportif de haut niveau quelque part. Hmm. Et donc ça m'a mis le pied à l'étrier d'un truc. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, il me prenait pas juste pour voilà, comment dire, euh, Un rêveur, non, pas pour un verre, mais pour un sportif au sens strict, c'est-à-dire où lui, il arrive tous les matins et il me file la planif et je fais la planif. En fait, il était là pour m'apprendre et ça, c'était hyper agréable de sa part parce D'accord. qu'il avait Ok. un esprit de Ok. pédagogie assez développé et donc il m'aidait en fait à moi-même comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait voilà des séances d'endurance fondamentale, pourquoi est-ce que là on faisait pas de fractionné, pourquoi est-ce que là quand il pleuvait, ben, on faisait plutôt telle séance que celle-ci. Et donc, il m'a donné toutes les billes, en fait, pour qu'à la fin, je puisse moi-même construire ma petite brique d'entraînement de manière cohérente, sur des cycles cohérents, sur le long terme, avec, voilà, en me donnant des objectifs à court et à moyen terme. Il s'occupe que de toi ou c'est comme Non, non, c'est un quel- monite de sport, donc il s'occupe de plein de gens, mais il prend ce temps en pour plus. Voilà, régulièrement, on se voit et on fait un point dans son bureau et il me dit, voilà, là, tu fais ci, là, tu fais ça, montre-moi ton carnet, ceci, cela, là, tu te sens comment, là, tu as fait quel temps, non, non, il me coachait vraiment et il m'a vraiment guidé. Il m'a appris surtout ce qui est le plus précieux. Il y a deux choses qui étaient hyper précieuses. C'était d'une part bah, de me sortir de mon niveau zéro et de m'amener à un niveau 0 plus 1. Et Hmm. surtout, de m'apprendre en fait. De m'apprendre comment on fait des cycles d'entraînement, sur quoi on se base. Voilà, l'hygiène de vie, le sommeil, la récup, l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, etc. Ouais, Pour l'alimentation, ça c'était je me marrant. demandais. C'était parce qu'en fait, je faisais une à deux séances de sport par jour, sauf le dimanche. Et donc, c'était des volumes. Il y avait tellement de volumes que quand on en est arrivé à l'alimentation, bon, il m'a fait tout son topo, machin. Et à la fin, il m'a dit, bon, en fait, tu manges ce que tu veux.
parce que on a Parce de qu'il y tels avait beaucoup de volumes là dépenses. actuellement. Voilà, il y a un tel volume qu'en fait, tu as besoin de consommer. Donc, tu manges du gâteau au chocolat en dessert, tu manges du gâteau au chocolat en dessert, tu manges ce que tu veux, parce que de toute manière, tu vas tout consommer. Et c'est vrai que mon physique a vachement évolué, quoi. Enfin, en 6 mois, et après, j'ai fait mes 6 mois de formation comme fusil marin en rentrant dans la marine, avant de passer mon stage commando. Donc, il y a eu le changement au milieu d'armée. Pendant ces 6 mois, j'ai continué, en fait, sur le même rythme, avec les mêmes Hmm. séances d'entraînement, les mêmes trucs. Donc, pendant un an, en gros, j'ai fait que ça, quoi. Je m'entraînais, Ah, une jusqu'à, machine, quoi. ouais, ouais, honnêtement, j'étais pas mal, ouais, j'étais assez affûté. Hmm. Et comment ça se passe? Tu le payes, le mec? Non, non, Il est payé par l'armée? il est payé par l'armée. C'est en fait dans toutes les bases militaires, il y a des moniteurs de sport qui encadrent spécifiquement les séances de sport, qui préparent les séances de sport en fonction des profils, des unités, etc. Euh, Mais par il est exemple, ils vont limité. Je veux avoir dire, des il peut pas exercices, prendre. Il ils peut vont pas avoir prendre des, 15 des- 000 des- personnes en même temps. ah ouais. Alors, ils vont avoir des séances de sport spécifiques. Par exemple, pour les pilotes, il va y avoir certains exercices par rapport à leur métier. Les fusiliers, ceux qui font la sécurité de la base, ils vont avoir d'autres exercices. Et puis voilà, en fonction des gens, ils vont un peu adapter, etc. C'est sûr qu'ils peuvent pas prendre toute la base, mais je pense qu'ils étaient un peu liés d'affection pour moi, je pense. Parce que moi, je suis arrivé les bras ballants en disant, bah, en fait, je sais pas comment faire. Voilà, je suis à zéro, aidez-moi. Mais en revanche, je pense que ce qu'il a apprécié, c'est c'est qu'en fait, il me disait de faire un truc, je le faisais. Ah, tu t'y filais, quoi. Ah, par contre, Ah, donc, c'est et toujours. ça, c'est un truc, Ouais. et je pense que c'est une de mes forces, c'est que je suis quelqu'un, je suis pas très discipliné dans ma vie de tous les jours, par exemple. Je suis plutôt un tempérament, alors je suis plutôt créatif, je suis plutôt rêveur, etc. Mais quand on me donne un objectif cohérent, dont je peux voir les contours, en fait, je deviens un peu obsédé. Et du coup, voilà, ouais, clairement, je deviens obsédé. Voilà. Hmm. Et donc, lui, quand il me défilait les trucs d'entraînement, je faisais tout. Et il y en a certains, je sais que quand je revenais de ma semaine et que j'avais fait tous les trucs et que j'avais tout noté et que j'allais le voir, je sais que les premières fois, il était un peu surpris. Il me disait, mais attends, donc t'as tout fait, t'as machin, hein. Je dis, ah ouais, moi j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé, dans l'ordre, etc. Et pour lui, il y a aussi un élément de satisfaction parce que lui, il est moniteur de sport. Son métier, c'est de faire évoluer les gens Eh ben oui. par le sport. Donc en fait, il y avait une satisfaction personnelle aussi pour lui de se dire, bah là, j'ai un jeune poulain qui est là, qui a zéro, mais que je peux façonner un peu à ma manière Ouais. pour l'amener voilà, à ça. Et je l'ai revu après, hein, d'ailleurs, j'ai repris contact avec lui pour le remercier et on s'est revu parce que clairement, il m'a appris à me former, etc. Et en plus, il avait vraiment cette vision de stage commando. C'est-à-dire, c'était pas juste du sport à haut niveau qu'on faisait. Par exemple, je passais très peu de temps dans la salle de sport. Je faisais Hmm. pas de poids, pas de travail de poids. Je faisais que du poids de corps. Les tractions, ils voulaient que je les fasse dehors tout le temps, et jamais à l'intérieur. J'en Pourquoi? faisais rarement en intérieur. J'en faisais quand j'avais besoin de poids, de machin, etc. Mais quand j'en faisais des C'était quoi la lestés un raison? petit peu, et parce qu'en fait, ils voulaient m'endurcir. Bah, alors, ok. Psycholo- Donc, même s'il pleut, s'il fait Psychologiquement, froid, ils tout ça, voulaient c'était que, ça. voilà, c'est ça. Ils voulaient que je commence à m'endurcir. Ils voulaient que je prenne des douches froides. Ils voulaient que je sois dehors, etc. Et donc, j'ai découvert aussi tout cet aspect de rusticité pure qui m'a aussi inculqué par ça, quoi. Voilà. Là, pour le À la coup, Rocky, quoi. ouais, alors faut pas exagérer. Enfin, Oui, voilà. non, mais c'est l'image Mais de, tu sais, voilà, mais clairement, il m'a appris un petit peu. Et là, pour le la coup, dure. cette période-là, pour le coup, je dois reconnaître, là, c'était un peu plus une vie de spartiate qu'autre chose, parce que je faisais mes vols la journée. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais faire mes vols. Et en fait, quand on est pilote et qu'on a un vol à préparer, tout le reste du temps, on est libre. Hmm. C'est-à-dire que si le vol il dure de 14 heures à 16 heures, bah en fait, la matinée, on n'a rien, le soir, on n'a rien, et c'est à nous de débrouiller pour que à 14h00, on soit au briefing, tout soit prêt. L'avion est prêt, toutes les cartes sont prêtes, la navigation est tracée, les radios sont prêtes, tout est prêt. Hmm. Donc, si moi, je voulais caser une séance de sport pendant ma préparation, libre à moi, à condition qu'à 14 heures, mon vol soit prêt. Et donc, c'est ce que je faisais, en fait.
Dès que j'avais fini mon vol, j'allais en sport. J'allais en sport parfois avant mon vol quand c'était un vol de nuit. Mais tous les jours, je faisais 1 à 2 séances par jour et j'arrivais à m'aménager mon temps comme ça. Du coup, j'avais plus de temps, mais c'était génial. Enfin, j'avais plus de temps libre, mais j'adorais ça. Enfin, c'était génial. Ouais, je me souviens, j'avais un pote qui m'avait dit une fois, un jour comme ça, tu sais, on discutait, c'était il y a un moment, hein, et que bon, déjà, je trouvais des fois frustrant de pas avoir un moment où tranquille où tu peux te poser. Et lui m'avait dit, non, mais c'est génial, tu sais, quand tu vas d'un côté et de l'autre et tout, t'as pas de temps, il y a un côté hyper galvanisant. Alors tu peux pas le Ah, faire pendant complètement. longtemps, mais Ah c'est bah, vrai qu'il y a un côté aussi où t'as moins l'occasion de te poser des questions un peu trop existentielles peut-être, de trop te remettre en question, parce que celui qui déprime, c'est celui qui ne fait rien. Enfin, je prends ça avec des pincettes, attention, hein, parce que mais ouais. j'ai un peu l'impression que c'est celui qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où il va. Quand t'enchaînes comme ça, t'as moins le temps de te poser les questions sur qu'est-ce qui va pas, je trouve. Ouais, et puis moi j'avais un objectif long terme en fait. Moi je me disais Oui, c'est puis bon là, tu voyais, voilà, ah exact. ouais, Oui, je me disais l'objectif, ouais, là ouais. maintenant ça y est, moi c'est le béret vert. J'étais devenu obsédé par ça. J'étais devenu obsédé. Ouais. Ah C'était ouais, ouais. tous les jours quand je faisais mes 10 séries de plus, c'était pour le béret vert. Quand je courais mes 3 kilomètres de plus, c'était pour le béret vert. Si voilà et donc tout était calibré autour de ça. Je sortais pas, Hmm. je mangeais au mess. Enfin c'était idéal. Enfin, c'était vraiment et puis ça se passait bien avec mes cadres, ça se passait hyper bien. Tout le monde me prenait un peu pour un extraterrestre. Les gens me voyaient courir entre les escadrons de vol ou à côté de la piste pendant mon temps libre. Hmm. Mais les gens, une fois de plus, les gens étaient hyper bienveillants en fait. Donc c'était vraiment sympa. Et puis en plus, j'ai gardé Il faut contact être avec obsédé. tous mes potes. Enfin, j'ai encore contact avec tous mes potes avec qui j'étais. Donc c'est hyper sympa. Hmm. Ouais, mais c'est ça, de toute façon, à un moment donné. Et puis la sélection est dure, hein, forcément. Et alors quand tu rentres, alors c'est 6 mois le stage commando, c'est ça? Non, non, non. Le stage commando, c'est 3 mois. C'est 3 mois, pardon. Bon, À ouais, peu des fois près, ça change je me trompe. parfois, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est 3 mois ou un peu plus, mais voilà, Ok. c'est dans ces eaux-là. Est-ce que c'est dur? Est-ce que t'es hyper bien préparé? Donc ça se passe tranquille. Et à la fin des épreuves, il y a le coxage, il y a tout ça. J'imagine. Ça, tu peux pas être prêt pour ça. Non, non, on n'est pas prêt, mais de manière générale, on n'est pas prêt pour le stage co. Enfin, on n'est jamais prêt à Que, 100%. mais raconte-moi, c'est quoi je sais pas, c'est quoi qui t'a le plus marqué, tiens, pendant ce stage-là? En fait, il y a plein de choses qui m'ont marqué durant ces stages. Moi, c'est une expérience humaine que j'ai adorée. Et je pense que c'est une des seules épreuves de ma vie euh, que je regarde encore avec beaucoup de respect. Je regarde avec, je me dis, je suis passé au travers de ça, mais ça m'a coûté cher. Euh, Ah ouais. ouais, en fait, il y a souvent des épreuves, je sais pas, je pense au bac, je pense à des trucs comme ça. Souvent, bon, moi, pour mon cas, je me faisais une montagne du bac, enfin voilà, c'est quand même important, il y a un marqueur social, il y a tout un truc. Et en fait, une fois que je l'ai passé, je me disais, bon, en fait, c'était pas si dur. Enfin, il y a Non, bah, souvent ce phénomène où on se dit, une fois que c'est passé, on se dit, bon, en fait, ça allait, c'était pas. Enfin, oui, voilà. quand on atteint un objectif, oui, c'est ça. Voilà, quand on On a voit atteint le un truc et objectif, on se puis dit, bah, en ouais. fait, c'était pas si. Voilà. Là, j'avoue, c'est le seul truc, un des seuls trucs dans ma vie où je me dis, ah, ça, c'était vraiment dur. Et je sais que j'ai vraiment trinqué pour l'avoir. Enfin, j'ai vraiment croqué. Je- C'était dur parce que bah, déjà, on est affaire à des grands spécialistes de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, les instructeurs, c'est pas juste des moniteurs de sport. C'est des mecs qui connaissent l'humain très très bien, qui savent Hmm. où sont les défauts, où sont les points forts, et qui, dès qu'ils vont détecter un défaut ou une Ils vont faiblesse, appuyer dessus, quoi. ouais, ils vont s'enfoncer dans le truc, et là, c'est la spirale infernale. Donc c'est à la fois, euh, à la fois fascinant et effrayant. C'est qu'on se dit, oula, faut, voilà, faut pas se rater, quoi. Faut pas, voilà, on peut pas se permettre de se dire, voilà, je fais l'impasse sur certains thèmes. Non, non, non. Faut être présent partout. Il faut qu'on soit présent dans tous les domaines. Sinon, c'est terminé. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de physique, bien sûr. Alors, ce qu'on a un adage, hein, on dit le physique épargne le mental. C'est toujours vrai. C'est-à-dire, plus on a un physique, bon, bah, plus on peut tenir à distance. Hein. C'est comme on disait tout à l'heure. Bah, si je cours
Si j'ai l'habitude de courir longtemps, le jour où je cours longtemps, bah, j'entamerai moins mes réserves mentales que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir longtemps, tout simplement. Mm. C'est aussi bête que ça. Mais là, ils vont faire en sorte que tout le monde arrive à sa limite. Chacun son tour. Donc Chacun à même le son mec qui est niveau hyper aussi. bon, même le mec Mm. qui est, je sais pas moi, hein, il y a des mecs qui arrivent, qui sont sportifs de haut niveau, qui sont épatants. Même eux, ils vont les mettre sur les rotules à un moment ou à un autre. Et ça, je trouve ça Mm. absolument incroyable. Et moi, ça a été aussi un révélateur de voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai découvert que voilà, même si j'étais fatigué, que j'avais pas dormi pendant 4 jours, que j'avais faim, que j'avais froid, que j'étais blessé de partout, que j'avais plein de petits bobos, euh, bah qu'en fait je pouvais continuer. J'avais encore de quoi courir un semi-marathon avec mon arme et mon sac. C'est des trucs et sur le papier, c'est des trucs qu'on m'aurait demandé avant. J'aurais dit ça, je peux pas le faire. En fait. J'y arriverai pas, ça, c'est sûr. Puis quand Mais on arrive le comment, jour J, mais comment il te transforme ça en quelque chose de possible? Est-ce que c'est bah quel déjà, levier psychologique ils vont utiliser? Il y a de la, ils transmettent une certaine motivation, ils viennent te chercher dans ton ego. Comment ils en arrivent à te faire dépasser ce truc-là, quoi? bah, C'est la compète aussi déjà, entre les. déjà, je pense qu'il y a un côté, on sacralise vachement le béret vert, et donc tous les instructeurs, ils ont le béret vert sur la tête. Donc on se dit, ces mecs-là, ils ont un truc en plus, quoi. Et si on veut leur ressembler, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on fasse exactement ce qu'ils disent. Et moi, je suis un mec assez discipliné quand on me donne l'objectif, etc. Je deviens un peu obsédé. Je deviens voilà. Donc quand les mecs me disent un truc, je le fais, Ouais. quitte à ce que j'aille au-delà de ce que je suis capable de faire. Mais je me dis, s'ils me demandent de le faire, c'est que je dois être capable en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'encouragement au stage co. Le stage co, c'est très dur parce que l'instructeur, il souligne que ce qui va mal, il met une pression psychologique qui est hyper forte. Mentalement, c'est très dur à tenir. Honnêtement, c'est vraiment très Mm. dur à tenir. Mm. Euh, Il n'y a pas vraiment le petit allez, vas-y, mon gars, tu vas y arriver, machin. Ça, c'est vas-y, tu vas encore foirer comme les autres, vas-y, abandonne, vas-y, sors des rangs, t'as fini. Je sens que tu vas abandonner. Toi, je sens que demain, tu vas abandonner. C'est comme ça, quoi. C'est Ah. horrible. Quand on n'a pas dormi, qu'on est éclaté, qu'on est vraiment fatigué et que le mec il arrive, il regarde droit dans les yeux, il me dit toi, de toute façon, demain, tu vas craquer. C'est fini. Qu'est-ce que t'as envie? Est-ce que t'as envie de le supplier? T'as envie de lui dire non? Enfin, au fond de toi, tu veux plus le supplier, essayer de gagner son cœur, ou tu veux plutôt lui Non, non, gifler à non. ce moment-là? Alors pour ma part, c'est plus ouais, on a envie de les gifler quoi. On a envie Ouais, de t'as envie de le tuer, le mec. ah ouais, Quand bien il te sûr. dit ça à Enfin, ce moi, moment-là. j'avais envie de les cogner, les gars, de me dire ça. J'étais ah non. Et en fait, c'est un espèce de combat qu'on mène. Et le vrai combat, il est pas contre les instructeurs, il est contre soi-même. Enfin, je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les instructeurs, ils sont juste là pour nous encadrer. Ils sont juste là pour nous amener de notre état normal à notre état très dégradé. Ouais. Et une fois qu'ils sont dans l'état très dégradé, en fait, on le voit parce qu'au début, les instructeurs, ils s'intéressent pas trop à ce qu'on fait. Au début, les premières semaines, les premiers jours, les mecs, ouais, tout le monde fait ses épreuves, ils s'en moquent en fait. Ça passe, oui, très bien, t'as fait ton épreuve, ça. C'est au bout de 3 jours, d'une Le semaine. but est de fatiguer. Une fois Là, que c'est ça y est. fatigué, c'est là qu'il commence à se dire bon, Là, on allez, on va commence à s'amuser là. s'éclater, on a les cernes, on est plus étanche, on a des hallucinations, des machins. Là, ils commencent à travailler. Là, ils commencent à se dire, ok, alors, maintenant que tu y es là, c'est où que tu te situes? Tu te situes par rapport à ceux qui veulent pas aller au-delà de leur zone de confort, ou est-ce que tu es prêt à sauter le pas et à faire encore un peu ce qu'on te dit? Euh, je me souviens, un truc qui était marrant, c'était, on faisait beaucoup de marches, donc les marches courses, les fameuses marches courses. Et à chaque fin de marche, honnêtement, on était éprouvés. Enfin, on était épuisés. Il n'y en avait qu'une seule envie, c'était s'affaler par terre et s'allonger et dormir. Un peu comme quand on voit les courses, les semi-marathons ou les courses qu'on peut faire dans le civil, les trails, il y a Mm. des mecs qui s'allongent, qui s'assoient par terre, qui prennent leurs pâtes de fruits, leur machin. Là, non. Là, il fallait qu'à la fin de la marche, on soit en état de combattre. Et ça, c'était un truc, moi, enfin, c'était une découverte pour moi. Parce que moi, fin de marche, c'est bon, c'est fini, l'épreuve, elle est faite. Non, et là, l'épreuve commence là, en fait. Est-ce que là, Ouais. maintenant, tu es capable d'aller combattre? Et c'est ce qu'on a fait. Il y a des fois où on faisait des marches. Une marche, je me souviens, particulièrement épuisante. Et puis, on allait faire une séance de tir tout de suite après. Tout de suite après. Pas de récup, juste un peu d'eau, 10 minutes pour souffler, et c'est reparti. Séance de tir. Il fallait qu'on soit au cara sur nos capacités, notre capacité à pas faire d'erreurs sécu, parce que c'est des erreurs qui sont fatales au stage co. Donc, pas, voilà, et puis on se promène avec des vraies armes, des armes de guerre.
faut faire attention à tout ce qu'on fait, faire attention aux consignes. Donc, faut rester lucide. Et ça, c'est hyper dur. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude dans le civil. On se dit, enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, je me disais, je fais ma course, fin de la course, terminé. Terminé. Voilà. Là, non, fin de la course. Et derrière, on est encore jugé, on nous regarde. Si on se fait partir, on dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Les gars, ils nous attrapent. Ils nous disent, oh, t'es pas en vacances, là. Là, tu dois être en mesure de combattre. T'as couru pour arriver sur ton objectif ou échapper à l'ennemi, etc. Là, il y a peut-être encore une sentinelle à neutraliser. Il y a peut-être encore un objectif à accomplir. Donc, tu peux pas t'arrêter là. Est-ce que tu es capable de donner encore ce petit plus? Et c'est ça qu'ils vont venir chercher. C'est ce petit truc en plus, en fait. Et tout à l'heure, tu me disais, tu vois, qu'ils arrivent à identifier chez toi, chez chacun d'ailleurs, la partie, la faiblesse, tu vois, pour pouvoir l'exploiter, pour aller taper dessus et voir comment ça réagit et voir comment ça tient. En ce qui te concerne, toi, c'était quoi si tu veux le partager, je sais pas, hein, si c'est un truc peut-être un peu trop perso, mais c'était quoi ta faiblesse perso? Est-ce que c'était plus un truc physique, psycho, et sur lequel ils sont venus appuyer? Je sais pas. Je sais pas parce que, honnêtement, hein, moi, je pense que je suis maladroit. Je pense que je suis maladroit. C'est-à-dire que je pense qu'en franchissement, etc., il pouvait m'arriver de faire tomber un mousqueton, des choses comme ça qui sont des choses qui sont réprimées puisque ça fait du bruit, etc. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que je pouvais faire. Quand j'étais fatigué, que je commençais à plus avoir l'esprit clair, il pouvait m'arriver d'avoir des petites maladresses comme ça. Mais je pense que les instructeurs, ils ont jamais trop forcé là-dessus parce que ça a jamais été trop, ils l'ont jamais trop détecté, ou alors c'était pas assez marqué. Mais après, je pense que j'avais des faiblesses généralisées. Enfin, c'est-à-dire que quand j'étais fatigué, j'avais du mal à me concentrer. Quand je dormais pas, c'était difficile quand on me filait une mission parce qu'ils nous filent des missions entre les épreuves, etc. C'était difficile de bien écouter, de bien tout enregistrer. On a la mémoire qui est un peu dégradée. On a ces capacités de compréhension qui sont dégradées. Et donc tout ça, j'étais affecté. Donc je pense que les instructeurs, bon après, ils nous mettaient régulièrement des coups de pression. On avait le bac, le fameux bac, donc on allait s'immerger dans l'eau. C'était une punition qui était systématique dès qu'on faisait une erreur. Donc psychologiquement, ça me marquait. Alors si, ça m'a beaucoup marqué. Je sais que moi, la punition d'aller dans le bac, ça m'a beaucoup marqué parce que après mon premier stage co, j'ai plus pu prendre de bain ou aller à la mer, enfin aller me baigner à la mer pendant plusieurs mois. Ah, ça a été, mais parce que c'était froid? C'était froid ou c'était quoi? Parce que je pense que c'était un réflexe pavlovien, en fait. L'eau, t'avais associé ça, quoi. C'était froid, c'était désagréable, j'étais mouillé toute la journée après. Et donc, je pouvais plus trop me baigner, en fait. Voilà. Et j'ai mis du temps à pouvoir reprendre un bain. Les douches, c'était à la limite, quoi. Fallait que je me lève quand même. Donc, c'était la douche vite fait, mais pas plus, quoi. Le bain, la baignade, c'était fini. Ça, je pouvais plus. Et j'ai mis du temps à me défaire de ça. Peut-être, 6 mois, 1 an, hein, je pense. Et donc ça a été vraiment le truc mental qui m'a vraiment attaqué. Et après ça, l'autre truc qui était particulier, mais ça m'a plus impressionné qu'autre chose. Mais ça arrive souvent dans ces stages-là. C'est l'infection, c'est la maladie de fatigue qui arrive le jour après le stage commando. La fin du stage commando, on nous remet le verre et vert. Le lendemain, le surlendemain, on a une espèce de fièvre de dingue. On a une maladie de ouf. Alors moi, j'avais une mononucléose. Non, je confonds les deux. Mucoviscidose. Non, mononucléose, pardon. Mononucléose, mucoviscidose. Non, c'est pas la même chose. Je suis pas expert, mais c'est pas une affection. Je confonds toujours les deux. Donc mononucléose, le lendemain ou le surlendemain, est impossible de me lever de mon lit. Enfin, je mettais 10 minutes pour sortir de mon lit. Je transpirais 3 litres de sueur toutes les nuits. Et tout ça parce que, enfin, c'est mon analyse, mais le corps, il avait encaissé. On avait plein de cicatrices. Exactement, ouais. On a plein de petites cicatrices, etc., qui créent des infections. C'est une de nos phobies pendant le stage commando, c'est l'infection. Parce qu'on est dans des milieux qui sont très dégradés, donc on est souvent dans de l'eau qui est souillée. Ouais, enfin bref, ça m'est arrivé de faire des apnées dans des eaux souillées, complètement souillées, des trucs complètement vaseux. Et puis on n'a pas
a des niveaux d'hygiène qui sont extrêmement dégradés, donc extrêmement bas, donc l'infection arrive vite et ça élimine énormément de monde. Des super mecs d'ailleurs. Ah Des oui, mecs, bah, c'est ce que j'allais te demander, ouais. des Il y a des mecs mecs qui franchement, chopent les ah trucs. bah ouais, Bah, ouais. c'est Moi j'ai vu koh des le mecs truc, bien meilleurs que moi se faire dégager du Sachko parce que à bon cause de voilà, l'infection. infection et puis grosse infection, donc parce que souvent c'est voilà, c'est assez grave. Pour sortir du Sachko, il faut que ça soit grave et donc, coup de chance, quoi. Enfin, moi, voilà, je suis passé un peu au travers des gouttes, mais je sais que mon corps m'a dit, enfin, il m'a fait sentir que ça allait le faire jusqu'à la fin, parce que mentalement, j'étais branché sur la fin. C'est-à-dire, j'étais harnaché sur mon objectif, et donc plus Ouais. rien ne pouvait m'arriver. Et donc, je suis passé au travers un peu de toutes ces infections, ces petits bobos. Enfin, j'ai eu plein de petits bobos, mais en tout cas, j'ai été épargné jusqu'au jour où on m'a remis mon béret vert. Et là, poum, je suis tombé KO pendant 6 mois aussi. Malade, enfin voilà, système immunitaire complètement déficient. Est-ce que tu as un peu d'auto-guérison, j'allais dire, putain, des fois quand je trouve pas mes mots, ça sort de manière catastrophique. Des techniques un peu de rafistolement de soi-même. Euh, pas de survie là, comment si tu te coupes, est-ce que tu prends soin un peu de toi, est-ce que t'as des bases, t'as des Ouais, ouais, ouais. connaissances sur ça? Ah, on est obligé d'en avoir en fait. Pour être Ouais. autonome, on est forcé d'en avoir. Et donc on se rafistole en permanence pendant le stage co, bien sûr, parce que c'est là où ça commence. Mais Ouais. après en opération, du coup, on est moins anxieux par rapport à la petite coupure ou la grosse coupure éventuellement, ou le bobo, le petit bobo. Voilà, on n'est pas en train Mm. enfin, ça fait partie de la rusticité et de la capacité de résilience qu'on apprend pour bosser en commando. C'est à Mm. justement soigner tous ces petits trucs en autonomie et surtout savoir observer les signes sans avoir à aller embêter le médecin ou l'infirmier en permanence. Ok. Et alors le coxage, pour rappeler ça, juste pour terminer sur les épreuves, parce que c'est un truc qui passionne les foules, enfin qui fascine beaucoup. Ouais. On va peut-être rappeler le coxage, que c'est l'épreuve finale psychologique, c'est ça, enfin un peu de mise en situation. Ouais, c'est une épreuve où on simule la capture Voilà, notre capture par des éléments un ennemi. ennemis. Ouais, Et ouais. puis voilà, il y a tout le cycle d'emprisonnement. Et alors toi, comment tu l'as vécu ça? Pas Est-ce mal. que t'as... Ouais. Non mais je veux dire évidemment. Ouais, Des fois, on peut penser on- qu'il y a des questions à la con, évidemment, mais c'est je l'ai vécu plutôt mal parce que c'est pas, ouais, c'est clairement pas une perte de plaisir. Mais après, c'est aussi fondamental pour comprendre jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est capable de tenir, par exemple. Typiquement, c'est fait pour ça. c'est vraiment le plus dur. Ça dépend ça dépend par rapport au résultat coach, je peux pas juger. Enfin, moi, en tout cas, oui, ça fait partie parmi les épreuves les plus difficiles du stage co, oui, oui, clairement, Ouais. clairement. Alors, Puis surtout, est-ce il y que a est-ce tout que tu un truc psychologique autour, hein. On se dit, te miner, ouais. ça va arriver, puis le jour où ça arrive, c'est costaud, ouais. T'as beau t'y attendre, Eh ouais, ça n'est pas moins dur. c'est ça. Alors c'était quand j'avais reçu Aton sur le podcast, que tu connais sans doute forcément aussi, Ouais, ouais, ouais. Aton, on avait parlé Pas de ça. personnellement, Hein. mais je vois qui c'est. Ouais. Il m'avait raconté un peu le coxage et puis il en avait parlé dans plusieurs autres émissions, assez impressionnant. Et puis c'est la première fois donc que moi je posais des questions, tu sais, où j'apprenais vraiment ce que c'était. Et donc vraiment il y a vraiment cette idée de on va t'enfermer, on va te pousser à bout, on va essayer de te faire craquer pourquoi délivrer une information, délivrer quelque chose de particulier, on va vouloir te faire dire quelque chose qui serait trahison en fait Ouais, qui compromettrait la mission. qui compromettrait la mission, c'est ça. T'as pas craqué jusqu'au bout? Enfin, je veux dire, t'as tenu, toi? Je sais pas comment ça Enfin, s'est ça dépend passé ce qu'on à appelle la fin. craquer, en fait. Ça dépend ce qu'on appelle craquer. En fait, Dire ce qu'il faut pas. Si, moi j'ai dit des trucs. J'ai dit des trucs. Ouais. Après, c'est un système fermé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le système est fait pour qu'on craque. Donc tout le monde craque, en fait. On finit tous par un moment craquer. Parce qu'ils Obligé. vont utiliser tous les biais qu'ils ont. Hum.
Et donc, il y a un biais qui est toujours, on est toujours plus faible qu'un autre. Est-ce que tu sais s'il y en a qui sont assez, au début, quand le coxage commence, qui sont assez chauds pour, un peu comme dans les films, tu vois, c'est un peu folklorique, qui vont insulter le faux ennemi. Par exemple, je sais pas, j'imagine la situation, Ouais, et ça arrive, t'as le sac sur la tête, et puis le mec, ouais, ouais, je vous dirai rien, bande de ouais, salauds. Tu sais, dans les films, on les voit, les ennemis qui sont capturés, ils fanfaronnent, tu vois, beaucoup dans les films ouais, américains ouais, comme ça. mais pour être tout à fait franc, euh, c'est pour, ça dure pas très longtemps. C'est marrant, mais ça dure pas très longtemps. Et souvent, les mecs regrettent. Ah ouais, c'est-à-dire que les chefs derrière, ils se disent, ah oui, d'accord, tu veux jouer à ça. Eh ben, on va. Non, mais on joue, hein, on joue jusqu'au bout, hein. Là, on n'est pas dans un jeu innocent, en fait. Là, on fait pas semblant, quoi. C'est pas, on n'est pas là pour, comment dire, c'est pas un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. On nous prépare à la guerre. On nous prépare à ce qui peut nous arriver de pire, en fait. Hmm. Donc, le mec qui arrive là en pensant que c'est juste une animation Disney, en fait, on va vite le remettre à sa place, hein. Il va vite comprendre qu'en fait, là, c'est une question de vie ou de mort. Et que s'il joue, en fait, les mecs en face ne sont pas en train de jouer. Et donc, il va vite le comprendre. Hmm. Non, mais honnêtement, Ouais, mais c'est du sérieux, hein. ouais. Enfin, les mecs qui font ça, ils font ça de manière extrêmement sérieuse. Ah oui, parce qu'on peut toujours avoir cette pensée de se dire, oui, mais au final, c'est une mise en situation, donc Ouais, il bien risque sûr. au final rien, mais, Non, mais mais dans le ça veut moment, dire quoi? Non, non, c'est mais hyper attends, intense, quoi. ça veut dire quoi? Risquer rien. En fait, moi, le seul truc que je me disais, c'est qu'ils vont pas me tuer. C'est le seul truc que Ouais. je me disais. De toute façon, ils vont pas me tuer. C'était ma seule lueur d'espoir dans le truc, quoi. Mais entre eux, ne rien faire et tuer un gars, il y a quand même un vaste panel de trucs à faire, quoi. Hmm. Qui sont plus ou moins modulables, plein de curseurs à bouger en fonction des faiblesses de chacun, etc. Donc, faut surtout pas croire que sous prétexte qu'on va pas mourir, qu'on va pas passer un très très sale quart d'heure. Ouais, oui, ouais, ouais. Tu t'es senti en danger? Hormis que t'allais passer, tu t'es vraiment, tu t'es dit, oh Bah putain, non, merde, non, je me qu'est-ce suis que je pas fous senti là? en danger. Ah bah si, ouais, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Ah bah à chaque instant, on se dit, j'aimerais être ailleurs. Bon, c'est Mais quelque bon, chose, hein, à chaque fois. Et puis bon, ça ouais, nourrit un ouais. peu les fantasmes aussi, mais peut-être pas pour rien, hein, parce que comme ça, on sait de toute façon que Bah, c'est pas n'importe en quoi. fait, moi je me dis presque tant mieux en fait. Parce que mieux vaut des mecs qui arrivent et qui se disent, ok là c'est du sérieux, ça va être chaud, qu'on perde notre temps avec des mecs qui pensent qu'en fait c'est Disneyland quoi. Hmm, Parce que l'idée c'est d'avoir des vrais professionnels derrière. Pas des gens qui hmm. pensent que voilà, on fait des carabistouilles juste pour s'amuser quoi. Carabistouille. Bon, écoute, très bien. Non mais c'est un peu ça. Peut-être. Oui, Ce non, que je veux mais dire, oui, enfin, t'as il y a raison. des mecs qui font Ça remet les des pendules à l'heure. épreuves. J'ai vu dans des épreuves là, des mecs qui se tasent entre eux. Enfin bref, des unités où les mecs ils se tasent entre eux, ils se mettent des coups de taser entre eux. Je fais, ah oui, enfin c'est marrant quoi. Les mecs ils font ça pour rigoler, ils savent très bien que c'est pour rigoler. Là c'est un contexte très différent. Enfin tout est, comment dire, on n'a plus de repères, on n'a plus rien, on sait pas où on est, on sait pas à qui on a affaire. Honnêtement, c'est d'une part psychologiquement, il y a un poids énorme, et puis bon après il y a tout le reste, donc c'est vraiment assez éprouvant quoi. Donc enfin je voudrais surtout pas que les gens qui m'écoutent croient qu'en fait ça se fait, voilà que en fait bon c'est juste un sale quart d'heure et voilà. Non non, c'est un vrai sale quart d'heure. C'est quelque chose qui est, oui, duquel on peut avoir peur, oui clairement. Hmm. Non, mais je pense que c'est clair, hein. Je pense pas qu'il y en a qui sortiront de toute façon de l'épisode en se disant, oh, allez, c'est. Non, non, on a bien senti. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien senti. T'en restes marqué après, pendant un certain temps, de cette épreuve-là en particulier. Euh, Y a pas de stress post-traumatique, par exemple, qui pourrait découler de ça. non, 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 non. Non, parce que c'est encadré, c'est bien fait. C'est bien fait. Hmm. C'est pas fait Ok. pour que les mecs ils aient ça, c'est un post-traumatique. C'est juste fait pour qu'on touche du doigt un peu, voilà ce qui pourrait nous arriver. C'est tout.
Derrière l'émission, c'est plus. On va terminer sur ça. L'émission que tu vas faire dans les années qui vont suivre, comparativement à cette sélection, est-ce qu'on est à quoi ça correspond en termes de niveau? L'émission va être tout aussi dure, un peu moins dure, plus dure? Est-ce que c'est juste le début ces épreuves, ou alors c'est vraiment Ouais, les c'est le épreuves, plus c'est ce qu'on dit, hein. C'est ça, les épreuves, c'est vraiment juste le début. Et après, on Hmm. a en fait, on a énorme, on peut pas tout faire pendant les 3 mois de sélection parce que c'est 3 mois de sélection avec de la formation. Derrière, il y Hmm. a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à mettre en place comme savoir-faire, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que le stage commando, c'est la matrice de tout bon commando et qui sert à tout moment en unité et en mission. En mission, tout ce que j'ai appris en commando m'a servi. Parce que c'est des réflexes qu'on prend, en fait. Hmm. C'est le réflexe, voilà, de veiller sur son binôme, de pas laisser traîner d'affaires. Euh, c'est le réflexe de se poster correctement dans une situation de combat. C'est tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on apprend vraiment à ce moment-là lors du stage co. On le fait rentrer vraiment profondément en nous, et donc ça devient de l'ordre de l'instinct. Et donc on peut apprendre encore plein d'autres choses par-dessus, mais c'est toujours un truc qu'on garde en filigrane pendant toute l'émission et qui nous sert tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de m'en servir tout le temps. T'as fait combien d'années ensuite? Moi, j'ai fait 10 ans en commando. 10 ans. Et quand tu décides de quitter, donc c'est vraiment pas vieux, parce que c'est l'année dernière, qu'est-ce qui te. T'en as marre physiquement? C'est trop éprouvant psychologiquement? Ou alors c'est plutôt Non, il y a une politique, convergence décisionnel? d'éléments. Ouais, il y a une convergence d'éléments, mais on en reparlera à un prochain podcast, parce que ce serait un peu long. C'est un peu long. Ok, eh ben écoute, je vais terminer avec mes 3 questions de fin quand même, parce que j'ai Ouais, envie de te les poser, ça va assez vas-y, vite. ça marche. On a couvert pas mal de choses que je voulais. Alors j'étais curieux un peu, et c'est bien parce qu'on a passé un peu de temps sur l'aviation, lorsque tu as été pilote, sur les compétences, tout ça, c'est des choses que j'avais pas abordées, que Ce je que, connaissais ce que pas j'ai pas moi-même. trop abordé hein, dans les podcasts, hein, là, c'est assez. C'est pour ça que j'aime bien Ça, c'est nouveau. ces trucs-là, c'est que là, voilà, c'est un truc que j'ai jamais pu trop développer jusqu'à maintenant. Oui. Bah et voilà, bah, alors je suis content parce que comme ça il y a un Ouais, peu de nouveau carrément, aussi, et puis ça permet de te faire parler d'autres choses entre guillemets. Alors c'est je te ça. le disais tout à l'heure, je suis obligé, enfin je me sens obligé parce que je suis curieux moi-même et parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens, de te poser des questions, tu sais, d'aborder des sujets comme le coxage évidemment, un peu les épreuves, comment Ouais, tu t'es ouais. préparé, parce que ça passionne, et passer à côté, ça serait presque, je sais qu'on me le reprocherait, ça serait presque dommage parce que je me le reprocherais moi-même, mais en même temps j'essaye de pas trop voilà te poser les mêmes genres de choses, de pas trop insister sur les choses dont tu as répondu peut-être 50 fois, et pour aller dans des choses nouvelles. Alors c'est la balance à trouver. Si vous pensez que j'ai trouvé une certaine balance, les auditeurs, les viewers, ceux qui écoutent ceux qui écoutent ce podcast, eh ben n'hésitez pas à me le faire savoir, envoyez-moi un petit message et puis faites-moi vos retours. D'ici là rien du tout, je te pose des questions. Juste si on revient, alors parce que tu m'as dit 10 ans, donc ça tombe parfait. Si on revient 10 ans en arrière, sur tout ce parcours, tu vois. Là, peut-être on est sur la période du début. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? De ne pas avoir peur de tenter, Tout simplement. tout simplement. T'as eu un mentor, un modèle t'as dit Marius tout à l'heure, t'as parlé de Marius, je sais que c'est quelqu'un Bon, qui est connu dans le milieu. Est-ce que ouais, c'est une figure, c'est clairement une figure une figure, ouais. qui m'a inspiré, clairement. Après, mon instructeur dans l'armée de l'air, l'adjudant là, dont je parlais, m'a beaucoup, beaucoup appris. Ben, on lui rend, bah, si jamais il écoute, hein, on lui fait on Carrément. lui rend hommage. Et une dernière chose, alors il y a ton livre dont on a parlé tout à l'heure, parce que est-ce que tu parles de tout ça dans ton livre, ou ça va être Je parle surtout davantage de sur l'émission, c'est beaucoup sur l'émission, ouais. Beaucoup sur l'émission, un petit peu sur mon parcours de vie aussi, ouais. Bon, ben très bien. Ben, alors ça fait un peu suite finalement C'est ça, c'est ça. à l'épisode d'aujourd'hui. Je le laisserai dans les notes pour ceux qui veulent le regarder. Il y aura le lien Amazon, hein, qui veulent aller se le procurer. Est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a marqué, que tu as envie de recommander également? Un truc que tu as lu peut-être récemment, ou un bouquin de chevet, comme on appelle? Ouais, L'étrange défaite de Marc Bloch. Alors ça, j'ai jamais entendu parler, tu vois. L'étrange défaite de Marc Bloch. Bloch, ouais. Ok, bon, Qui est un j'irai bouquin regarder ça. sur la Seconde Guerre mondiale et comment les troupes françaises c'est une vue de l'intérieur des états-majors français et des troupes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ok. Bon, merci Louis, c'était un vrai plaisir. Je t'ai vu partout, je t'ai vu dans beaucoup d'endroits et je suis très content de t'avoir vu Ben, en vrai, si je puis dire. merci beaucoup. Moi, je suis très flatté. Merci pour l'invitation. C'est toujours hyper sympa. Ouais, eh ben on s'est amusé, je me suis amusé. Reste avec moi 30 secondes avant que je quitte. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, notez-le, inscrivez-vous à la newsletter. Tous les liens sont en description. Quand je dis tous, il y en a pas beaucoup. Il y en a un principal, c'est le premier pour la newsletter. Et puis il y a les autres sur l'application sur laquelle vous êtes, les commentaires, tout ça, les retours. Si vous jugez que c'est utile de me faire un retour, ben faites-le en commentaire sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. J'y réponds, je like, j'aime bien. Pas toujours très vite que je réponds, mais je réponds toujours. Merci, à la semaine prochaine, lundi matin pour un prochain podcast. Bye.